Salut. Elle est un peu flou la cam, non? Non, c'est moi qui est flou. C'est moi qui vois flou. Bref. Bon. Aujourd'hui, on va faire deux reacts. Deux reacts à deux vidéos de deux youtubeurs différents. Eh oui. Hop, on va pas tergiverser pendant une heure. On va react à une vidéo de Sylvain, du coup, comme c'est noté dans le titre. La méga vie de Kim, Dotcom Mega Upload. Et de Leaf, le sombre secret derrière ces vieilles vidéos Minecraft. On va dépenser 130 balles pour Civ, tu m'étonnes que tu es flou. Qui t'a dit que j'ai dépensé 130 balles en fait? Je vois pas, j'ai acheté la version de luxe, oui. Qui t'a dit que j'ai dépensé 130 balles? Je sais pas, hein. Ah là là. Ouais, j'ai dépensé 100... J'ai pas dépensé, en soi, non, eh oh. J'ai pas dépensé 130 balles. J'ai dépensé 129 euros. Nuance. Allez, on va pas tergiverser. ZZ, oui, bon, bah, frère, j'ai raison. Monsieur qui préfère un autre jeu alors que son jeu sort après. Il dort en même temps. Ouais, c'est noté. En même temps, 11 février. J'ai accès au jeu le 6. Donc j'ai accès avant. Donc faut prioriser civilisation. Aïe, aïe. Bref. On va commencer par cette vidéo. Hop. J'espère que c'est pas trop fort. Le nom de la musique. On va partir tout de suite. Oui, mais pour 60 euros. Alors que toi, c'est minimum 100 euros pour jouer. Avant. Attends. Pour jouer avant. Il n'y a pas que ça. C'est pas juste jouer avant. T'as des DLC en plus. Non, je m'en fous, je vais lire la fiche. Attendez. On repasse en grosse cam parce que là, ça va pas le faire. Civ 7. Disponible le 11 février. Pas normal. Sortie officielle. Si on regarde les informations. Pour la version Deluxe, qui donne accès au jeu en avance. Qui est la version la moins chère entre guillemets qui donne accès au jeu avant. Il y a le jeu de base, dans son intégralité bien évidemment. Un accès anticipé en avant-première, disponible dès le 6 février. Le pack, je fais le mal de dire, hein, Tekumshem, je sais pas comment dire. Et le pack Shawanon. Je dis très mal sur mon. La collection Carrefour du Monde, en plus, avec contenu post-lancement comprenant 2 nouveaux dirigeants, 4 nouvelles civilisations, 4 nouvelles merveilles et un bonus cosmétique spécial et bien plus encore. Et dans le pack de luxe, il y a en plus du coup deux personnalités de dirigeants, 4 personnalisations de profil et un skin éclaireur alternatif. C'est frère, il n'y a pas juste accès avant. Il y a plein de trucs. Bon, moi j'avoue, j'ai pris la version au-dessus, qui comprend tout ce que je viens de dire, plus deux personnalités de dirigeants, 4 personnalités de profil, un set de cases brouillard de guerre et un skin palace de fondateur. Et je crois que il y a d'autres trucs, mais chiant à comparer. Bref, voilà. Donc il n'y a pas que accès en avance, ok?
Et à la sortie du jeu, je le stream le jeu, moi. Donc moi, je t'attends. Je vais dire first. Non. MC. Il faut avoir 100 € à mettre. T'as mis combien en Civ 5 au total, tout DLC et tout? On va rester sur le temps. Mais là, t'auras pas de DLC à acheter avant un moment. Dans tous les cas, me dis pas que tu vas pas acheter les DLC dans tous les cas. Me dis pas que tu vas pas acheter les DLC de Civ 7. Je ne te croirais pas si tu me le dis. Ose me dire, droit dans le chat, parce que droit dans les yeux, ça va être compliqué. Ose me dire que tu ne vas pas acheter les deux putains de DLC de sortie de Civ 7. Déjà, je précommande plus car la dernière fois, je me suis fait baiser. Ça dépend où tu précommandes. Sur Steam, à chaque fois que j'ai précommandé sur Steam, j'ai jamais eu de problème. Par contre, je me suis déjà fait baiser une fois en précommandant sur Instant Gaming, par contre. Ah, je me suis fait baiser. J'ai précommandé et au final, j'ai eu après, genre, il y a eu un délai de fou. Quand je dis baiser, c'est que le jeu est dans un état lamentable. Ah oui! Ah, ça me rappelle un jeu très futuriste. Bref. Je sais pas si tu parles de ça, mais. Cyberpunk. Non, c'est pas ça. Parce que là, mais après Civ 7, frère, on a déjà vu du gameplay, etc. Ça va pas être lamentable, hein, je pense. Hein. Ça va changer par contre. Ça, c'est sûr, le gameplay va changer parce qu'il simplifie des trucs. Il y a des trucs à choix. Il y a. Ce que je l'apprécie. Mais j'ai à voir comment ça va se faire exactement. Mais moi, j'ai hâte. Ouais. Moi, j'ai hâte. Toi aussi. Hein, tu l'as mis dans ta liste de souhaits depuis le 8 juin. Donc. Dis-moi toutes les dépenses qui sont prévues d'ici là. À quoi? Vas-y, quoi? Niveau jeu, y a pas. Je pense pas que t'en aies un par mois à acheter non plus. Hein. Et bon, si tu peux prioriser un AEO 1. Ok? On va découvrir le jeu ensemble en stream. Nouveau PC, mettre de côté pour la coloc, rembourser mon daron, Light et toi. Et moi, tu me rembourseras la coloc, Light aussi. On n'est pas à peu de temps près. Et tu dis bah, nouveau PC, mettre pour la coloc. Dans tous les cas, tu vas acheter, dans tous les cas, tu veux acheter un jeu à 60 balles. 40 euros, qu'est-ce que c'est dans une vie? Bon, c'est rien. Dans toute ta vie, tu vas gagner plus de 40 euros. Bon, bah voilà, quoi. En plus, nouveau PC, oui, bon, faut comprendre, je sais pas à quel point ton PC, tu le trouves lent ou quoi. Je sais pas combien tu veux mettre. Mais un jeu, Civ 7, tu peux avec le PC actuel, hein. Alors, cette phrase, MC, bon. Tu joues en qualité quoi sur BG3? Rappelle-moi. J'ai un doute. Oh bah tiens, comme c'est bizarre. Oh mince alors. Oh, c'est bizarre quand même. Oh, c'est bizarre quand même. Il y a un indice, du coup. Voilà, l'indice est là, là. Là. 7 ans ou 7 ans et demi, ça va pas changer grand chose, voilà. T'attends la coloc. Au moins, t'as plus d'argent de côté pour la coloc. T'installes et ensuite le PC, parce que en coloc, on peut mettre plus de côté facilement.
Big brain. Big brain. Alors, les nouveaux jeux, je peux pas les faire tourner, donc ça urge. Ah, attends quelques mois de plus. Dans tous les cas, tu vas le prendre ce mois-ci. Non, bah voilà. T'attends quelques mois, 6 mois, là, à peu près. Et puis voilà. Au moins, t'attends. Parce que je sais pas quand ils vont sortir Nvidia, leur technologie, là. Ils déposent des brevets, mais ils sortent rien, c'est chelou. Mais quand ils vont sortir leur truc, ça va baisser le prix du reste, sur le coup. Non, je peux taper qu'après le 25 septembre. Oui. Pas de nouveau PC pour l'instant. Mais... 6-7 pour février. Je dis pas de l'acheter maintenant. Pas forcément. L'acheter avant le 6 février. Ça va. Ça laisse. On va compter ensemble. Septembre à octobre. Un mois. Novembre. Décembre. Janvier. Février. Ça laisse 5 mois. Et 5 jours du coup. 5-6 jours. Ça va. Si on fait le ratio. Calculatrice. 5. Pourquoi ça m'a pas mis sur la calculatrice? Je ne sais pas. 5 mois, on va dire 30 jours. Plus 5. 155. Et du coup, on fait le prix max, on va dire 129, divisé par 155. Ça fait 83 centimes par jour. Ça va. C'est bon, c'est donné. Mais dans tous les cas, je veux mon nouveau PC avant la coloc. Et mentalement, ça fait mal s'entendre. Oui. Pas que mentalement, je te rassure. Dis-toi que cet après-midi, je voulais l'acheter. L'application me disait d'aller sur le site parce que l'application était momentanément indisponible. Je vais sur le site me dit que le site est momentanément indisponible. J'étais en mode, bah super. Je sais pas si c'est un signe du dessin ou quoi. Je suis parti faire autre chose, je suis revenu, c'était réglé. Bon bah voilà, j'ai acheté. J'ai glissé, chef. Bref. Ça annonce balle. On va commencer la rec. Banquier sûr. Réel, frère. Bah, oui et non, hein, parce que moi, il a vu il y a un an un virement de 2000 euros, donc je vais pas te mentir, là, 130 euros, il les voit pas, les 130 euros. 130 euros, c'est une baguette que j'ai achetée hein, par rapport à mon compte. Hein. J'ai acheté une baguette de pain. Hein. Ah, il voit que les trucs à plus de 500 euros. Donc il voit même pas mon loyer. Et il voit quand même quelques trucs par an. Hein. Mon saut en parachute à 500 euros. Ma statue à 2000 euros. Ma statue à 600 euros. Bon, bah, 2-3 trucs, quoi. Non, alors, MC, me fais pas dire ce que j'ai pas à dire. Ce que j'ai pas dit. MC qui dit en plus payer un jeu 6 mois à l'avance, ça l'aide. Je viens de dire juste l'acheter avant sa sortie. Du coup, début février max. Genre, jusqu'au 5 février, tu peux l'acheter. Mec! Ça va, t'as de la marge. Je dis pas de l'acheter maintenant, j'avoue. J'avoue, l'acheter maintenant, c'est. C'est un peu barbroken. Surtout que d'ici là, il y aura peut-être des réductions sur Instant Gaming. Mais. Début février. Plus d'excuses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, allez, on va se mettre ça. Récemment, lors d'une de mes nombreuses insomnies, je me baladais sur YouTube sans trop savoir quoi regarder. Je savais pas vraiment ce que je faisais dessus, alors je descendais dans mes recommandations encore et encore. Et puis, à un moment, je suis tombé sur une vidéo qui a attiré mon attention. Celle-ci se nommait Minecraft Base Tour, avec pour miniature ce qui semble être le gameplay d'une très vieille version du jeu. Et ce genre de vidéo, j'adore. Les vidéos de vieux gameplay de Minecraft accompagnées parfois de musique de l'époque éveillent en moi un fort sentiment de nostalgie qui fait qu'encore aujourd'hui, je clique très facilement. Alors, je clique, en m'attendant à vivre un mini trip nostalgique dans une version alpha que je n'ai même pas connue. Et c'est en effet ce qui se passe. On y voit un joueur qui se balade dans ce qui semble être sa base. La vidéo
Moi, ce que j'adore dans la vieille version, ce que je trouve incroyable, qui me marque énormément, c'est la couleur de la dirt. On dit que les biomes jungle, c'est radioactif. On disait surtout. Maintenant, c'est moins le cas. Mais on disait que les biomes jungle, c'était radioactif. Regardez l'alpha. Ça, c'est radioactif. Ça, il y a des radiations actuellement dessus. Il y a du plutonium sur la Terre. C'est pas de la Terre, c'est du plutonium. Bref. Et ouais, MC, ton deuxième salaire, tu le prendras. Mais j'espère bien. J'espère que ce sera pas en février ton deuxième salaire parce que du coup, déjà, je me poserai des questions un petit peu. Et je t'engueulerai fortement. Semble dater d'une toute autre époque. Il nous montre sa maison, le contenu de ses coffres, et même Ouah. son lit fait de blocs de laine. Tout semble aller bien, jusqu'à ce qu'il se passe ça. Ah, la musique. Un écran noir avec la barre de vie quasi vide, vous n'avez pas besoin de connaître Minecraft pour savoir que ça n'a rien à faire là. La vidéo se poursuit alors, on remarque que les mouvements du joueur sont assez étranges, et après qu'il soit entré dans sa mine, elle s'arrête très soudainement sur un événement encore plus troublant. Vous ne l'avez pas vu? La chaîne qui a posté cette vidéo se nomme Old Minecraft Reupload. Elle a tout pour nous faire croire qu'il s'agit d'une simple chaîne qui riposte de vieux gameplay de Minecraft, et c'est littéralement ce que j'ai cru quand je suis tombé dessus pour la première fois. Tout y est, les titres, les miniatures et même les descriptions. Sauf que, en regardant les différentes vidéos, on se rend très vite compte qu'elles sont tout sauf banales et qu'elles racontent quelque chose de bien plus sombre. Bonsoir, je suis Leaf et dans cette vidéo nous allons plonger ensemble dans l'univers cauchemardesque de la chaîne Old Minecraft Reupload. Une chaîne qui à première vue semble sans grand intérêt si ce n'est combler la nostalgie de très vieux joueurs de Minecraft, mais qui au final s'avère raconter une histoire complexe et surtout très sombre. Mais avant de plonger dans cet horrible cauchemar, laissez-moi vous demander si vous connaissez Honkai Star Rail, le nouveau RPG de Space Fantasy. J'ai cru qu'il allait dire Rewind. Mais vas-y. Non, c'est dégueulasse de faire ça par contre. Voilà, rapide. Non, c'est dégueulasse de faire croire à Herobrine et d'un coup... Revenons à notre sujet. Vas-y. Bon, à ce stade de la vidéo, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a une chaîne YouTube qui veut se faire passer pour une simple chaîne de réupload de vieux gameplay de Minecraft, mais dans laquelle il se passe des trucs très bizarres dans les différentes vidéos. La description indique que c'est une chaîne pour reposter de vieilles vidéos Minecraft datant de 2010-2011. Elle comporte 9 vidéos au total. En jetant brièvement un coup d'œil au titre et aux miniatures de celle-ci, on se rend compte qu'elles ont l'air d'être liées. Et je dis ça en pensant aux 2 vidéos intitulées Other, qui semblent être des hors-séries par rapport aux autres. Enfin, on sait pas vraiment grand-chose pour le moment. Je vous propose alors de commencer par analyser chacune de ces vidéos dans l'ordre de publication pour ensuite voir ce que ça raconte vraiment. Alors commençons par la toute première, Minecraft Base Tour. Ouais, je sais, mais c'est que Avant c'est de toi qui l'as regarder les proposé. vidéos, on va d'abord commencer par lire leurs descriptions à chaque fois car, vous allez le voir, elles peuvent être intéressantes. Pour celle-ci, on peut lire que le fichier date du 20 septembre 2010 et qu'il n'a pas de description originale. On peut lire juste en dessous ce qui semble être une note personnelle de l'auteur de la vidéo. A base that I built when I was first... Bon, on va traduire. Une base que j'ai construite lorsque j'ai joué pour la première fois. En y repensant, c'est vraiment nul. Il n'y avait même pas de lit à l'époque et j'ai donc dû utiliser de la laine. Cette description est déjà très intéressante car elle nous confirme bien que la personne qui poste la vidéo est la même qui joue car elle parle à la première personne. Elle semble écrire celle-ci bien longtemps après l'avoir enregistrée et ce sans faire aucune allusion aux anomalies qu'on peut y trouver. Et venons-en d'ailleurs à cette vidéo. Je vous ai déjà un peu dit ce qui se passe dans les grandes lignes mais voyons quand même ce qu'on peut noter d'intéressant et penchons-nous un peu plus sur les anomalies. La vidéo commence et on peut voir que nous sommes en effet en version alpha. Alpha 1.1.12 pour être précis, ce qui nous place en 2010. On peut voir l'inventaire du joueur, des outils en pierre ainsi qu'un petit paquet de torches. À noter que ceux-ci sont placés sur la droite de l'inventaire. Pour ce qui se passe dans la vidéo, le joueur fait en effet la visite de sa base comme annoncé dans le titre. On y voit sa maison, ses coffres et vous trouvez pas qu'il y a beaucoup trop de torches ? Enfin bref, on peut entendre en fond la musique My Son Venus qui se joue. Le joueur descend dans une pièce et nous présente son fameux lit en bloc de laine, qui est plutôt isolé d'ailleurs. Il remonte ensuite et se dirige vers ce qui semble être sa mine, et c'est à ce moment-là, pile avant d'y entrer, que l'écran devient noir et que la barre de vie descend à un demi-cœur. L'inventaire se vide et l'écran reste figé ainsi pendant 3 secondes. Après ça, le jeu Ouais, reprend 3 et les secondes. mouvements du joueur semblent indiquer que lui aussi il a bien vu cet écran noir. Il entre quand même dans la mine et la vidéo se coupe sur la deuxième anomalie, et cette fois-ci, je vous laisse le son original.
Si vous ne l'aviez pas compris dans l'intro, ce qu'on voit juste ici, sur une seule frame, ce sont les jambes d'un autre joueur. Un autre joueur qui semble avoir le skin par défaut, Steve, qui était d'ailleurs le seul skin jouable à cette époque. Et on peut entendre celui-ci courir vers le joueur avant que la vidéo ne se coupe subitement. Alors, on pourrait simplement se dire qu'il s'agit d'un ami de l'auteur de la vidéo et que tout va bien car il est heureux de le Mais retrouver tu vois, au point t'es de pas foncer disponible vers encore. lui, mais petit problème, dans cette version du jeu, on ne pouvait pas courir. Cette fonctionnalité Ah n'a oui. été ajoutée qu'en bêta 1.8, soit près d'un an plus tard, en septembre 2011. Plus si sûr que ce ne soit qu'un simple joueur. La vidéo suivante se nomme The TNT Powner. La description nous indique que le fichier date du 22 septembre 2010, soit 2 jours après Minecraft Base Tour. Cette fois-ci, il y a une description originale. Le TNT Powner obtient sa revanche sur les monstres de la nuit. En dessous, on peut lire une note personnelle comme sur la première vidéo. On dirait bien que j'ai corrigé la résolution de la dernière vidéo, c'était aussi la première fois que j'utilisais Windows Movie Maker, donc ça a l'air aussi bien que prévu. C'est un peu embarrassant. Pour ce qui est du contenu de la vidéo, il se passe pas grand chose de très intéressant dedans. On voit le joueur commencer par fabriquer des TNT pour ensuite aller les faire exploser sur des monstres qui semblent être pris au piège dans une fosse. Tout ça avec un montage bien 2010, bien je mets des transitions totalement au pif et avec une musique en fond qui n'est pas libre de droit, mais voici quand même un court extrait. Y a rien de vraiment pertinent à noter hormis le fait que le joueur semble très remonté contre ces monstres. Mais ça prendra son importance un peu plus tard. La troisième vidéo est bien plus intéressante, elle se nomme Really Cool Caves in Minecraft, j'arrête de lire les titres. Le fichier date du 26 septembre 2010 et la description originale dit « Une génération de grottes vraiment cool et étranges que j'ai trouvées dans Minecraft ». Pas de note personnelle pour cette vidéo. Dans celle-ci, on voit dans un premier temps le joueur se déplacer dans une grotte tout en posant des torches pour s'éclairer. Le morceau Clark se joue en fond, il se balade dans cette grotte très sombre et à la 19e seconde, on peut voir cette chose. Une silhouette au fond de Hello la grotte there. qui semble être celle d'un autre joueur. On ne peut pas vraiment l'affirmer, mais ça y ressemble pas mal. Et on peut voir juste après que le joueur ne semble pas y prêter attention. Il continue de se balader dans la grotte tout en posant des torches sans qu'il ne se passe grand chose. Mais vers la fin de la vidéo, il se passe ça. Quelqu'un pose des blocs. Ce que vous venez de voir, c'est la preuve formelle que quelque chose qui n'est pas censé être dans le jeu suit notre joueur. Une sorte d'entité. Ici, on a pu l'entendre se déplacer tout près du joueur avant qu'elle n'émette un son qui ne devrait pas être dans le jeu. Cette respiration était censée être ajoutée au jeu il y a une dizaine d'années, mais finalement, elle a été abandonnée dans les fichiers. Encore aujourd'hui, vous pouvez l'activer en utilisant cette commande, mais en dehors de ça, à aucun moment vous n'êtes censé l'entendre. En plus de ça, Oui, si vous regardez bien, c'est dans les fichiers du jeu, mais c'est pas trigger en jouant. C'est trigger en cheatant. lorsque le joueur quitte son monde, on peut voir qu'il peut sauvegarder sa partie. Et ça veut dire qu'il est dans un monde solo, et ça rend les choses encore plus inquiétantes. La quatrième vidéo est la plus intrigante de toutes selon moi. Dès la description, les choses deviennent bien plus cryptiques. Il est indiqué que le fichier date du 30 octobre 2010, soit un mois après les événements de la vidéo précédente. On peut lire juste en dessous la description originale qui dit « Merci à Legend of Anthony 721 pour m'avoir aidé à faire fonctionner cela ». Donc là, on a notre premier personnage identifié qui semble être un ami du joueur. On sait pas à quoi cela fait référence, mais il semble avoir aidé pour quelque chose qu'on voit dans la vidéo. En note personnelle, juste en dessous, on peut lire « pas sûr ». Et j'en ai aucune foutre idée de ce que ça signifie. Je vous ai dit que ça devenait un peu plus cryptique. La vidéo commence sur le menu principal et le joueur clique sur le bouton « Jouer au monde didacticiel ». Il spawn alors et arrive en effet dans la zone de départ de ce monde. On peut lire en bas à gauche « Travail en cours ». Et à partir de là, il y a visiblement plus grand chose de très pertinent à noter. Le Waouh. joueur fait la visite du monde, ouvre plusieurs coffres, teste les minecarts, plonge dans un puits, enfin, on le voit faire sa vie, mais il n'y a rien de très intéressant La là-dedans. zone de... Sauf que ça, c'est ce qu'on peut dire Ça si on rappelle ne le connaît souvenir. pas assez Minecraft. Car en vérité, cette vidéo a un très très gros problème. S'il n'y a pas d'anomalie frappante dans la vidéo, il y a de très grosses incohérences. Déjà, pour commencer, le didacticiel de Minecraft n'a jamais été disponible sur Java. La seule fois Ah, où il on a était pu sur, jouer sur ce monde, c'était en mai 2011 à sur Xbox au début. sa sortie sur Attends. Xbox Oui, 360. c'est ça. Le bouton était bien là dans les premières versions. Sur Xbox 360, c'est là où j'ai découvert du coup le monde tutoriel et je faisais que de la merde dessus. Sur PC, mais on ne pouvait pas cliquer dessus, et on ne pourra jamais cliquer dessus. Or, là, le joueur semble y avoir accès d'une manière ou d'une autre.
Est-ce que ce serait ça le cela auquel il fait référence dans la description? Est-ce que ce serait Anthony qui lui aurait donné accès au didacticiel sur Java? Peut-être que justement le travail en cours qu'on peut lire au début indique que le didacticiel n'est pas fini. Je pense que là ça fait plein de pièces à gauche à droite, mais c'est déjà une piste intéressante. Mais du coup, quand je dis que cette vidéo a un très gros problème, je ne fais pas allusion qu'à ça. Il y a de nombreuses incohérences dans ce didacticiel qui rendent la vidéo encore plus troublante. Déjà, ce logo de Minecraft dans le ciel, il n'est pas comme dans le monde tuto qu'on a connu sur console. Le fond noir y est manquant. Ensuite, au niveau des minecarts, il manque le rail de propulsion ainsi que le bouton pour l'activer. Dans l'église, les tableaux sont manquants également. Il y a plein de petites choses comme ça qui manquent et qui donnent l'impression qu'on est sur une version pas finie de ce didacticiel qu'on retrouvera des mois plus tard sur console. Le travail en cours prend alors tout son sens, et je pense que ça confirme bien l'implication d'Anthony dans cette histoire. Mais en plus de tous ces problèmes-là, il y a aussi des éléments qu'on peut voir dans cette vidéo qui ne sont pas censés être présents dans cette version alpha 1.2, comme ces moutons noirs et marrons, ou encore ces arbres de boulot qui n'ont été ajoutés qu'en bêta 1.8, soit un an plus tard. C'est pas la première fois qu'on fait face à ce genre de grosses incohérences temporelles. Déjà, dans Minecraft Base Tour, en plus du sprint, la musique My Son Venus qu'on entend en fond a été ajoutée en mars 2011, bien longtemps après la date d'enregistrement. Anthony arrive visiblement à avoir accès à des éléments qui ne sont pas encore présents dans le jeu et à les partager on ne sait trop comment avec le joueur. Est-ce que tout ça aurait un lien avec l'entité qu'il poursuit? Ah, mais On putain, verra bien. Pour le moment, bref, passons à ça la passe, 5e vidéo qui change totalement d'ambiance, Bowser. Cette vidéo est assez spéciale et surtout très importante. Vous allez vite comprendre pourquoi. Dans la description, on peut voir que l'enregistrement date du 14 septembre 2010, ce qui veut dire qu'elle est la première dans la chronologie, avec 6 jours d'avance sur Minecraft Base Tour. Il n'y a plus la mention de description originale, mais on peut lire en dessous une note. Des images aléatoires de moi et d'un ami discutant sur un serveur, un peu corrompu comme vous pouvez le voir. Et corrompu n'est qu'un petit mot. En effet, c'est pas joli. Dans cette vidéo, il n'y a absolument rien qui se passe au niveau du gameplay. Cependant, tout l'intérêt de celle-ci repose sur la discussion qui se passe en bas à gauche. Et on y apprend enfin le nom du joueur, Gold Mario 982, qu'on va appeler Mario. Mario discute avec son ami Anthony, et ils disent des choses assez intéressantes. Laissez-moi vous retranscrire tout ça. J'espère que tu vas mieux. Honnêtement, je ne vais pas mieux du tout. Je me sens toujours aussi mal. Eh bien, j'espère quand même que les choses s'amélioreront. Je ne sais pas si c'est vraiment aussi grave, mais je commence à m'inquiéter. Et la vidéo se coupe sans qu'on puisse lire la fin de la phrase de Mario. Alors, en sachant que cette vidéo est la première dans la chronologie et qu'elle précède donc tous les événements qu'on a suivis jusque-là, on peut développer une idée assez intéressante avec ce dialogue. Si la première fois qu'on le lit, on déduit assez naïvement qu'Anthony semble avoir quelques soucis de santé, en essayant de faire des rapprochements avec les autres vidéos, on a plus l'impression qu'Anthony semble regretter quelque chose, comme s'il avait fait un truc qu'il ne fallait pas faire. Et je vous rappelle que jusqu'ici, on a déduit qu'Anthony aurait un accès à des versions non publiques du jeu et qu'il les partage avec Mario. C'est peut-être ça qui le met dans cet état. Peut-être que ça l'inquiète autant car ça a des conséquences inattendues. Le dernier message de Mario semble aller dans ce sens. On ne voit pas la fin de sa phrase, mais ça commence par I woo, qui, je suppose, se réfère à I would. On peut traduire ça par j'aimerais en français, mais dans ce contexte-là, on dirait plutôt que Mario allait faire une suggestion en disant I will do, ou je ferai en français. On ne peut pas vraiment l'affirmer, mais ça colle plutôt bien. Minecraft Castle Construction est la vidéo la plus longue de la chaîne, et c'est surtout à partir de là que les choses s'empirent vraiment. L'enregistrement date du 3 novembre 2010. Dans la note juste en dessous, on peut lire un truc très important pour comprendre la vidéo. Envoyée par Anthony, il voulait que je la poste pour lui car il avait du mal à la publier. Donc là, Mario a posté sur sa chaîne un gameplay qu'Anthony voulait partager. Et il y avait des raisons de le partager. La vidéo commence avec Anthony qui pose des échelles pour continuer la construction de son château. On peut entendre en fond une musique qu'il écoute et je vous laisse juger de ses goûts. Ouais. Il ouvre alors son inventaire et on peut voir que son skin ne s'affiche pas. Plusieurs coupures dans l'image et le son ainsi que des bugs visuels semblent indiquer que la vidéo est partiellement corrompue. Anthony continue la construction de son château, mais il semble très préoccupé par le trou qu'on voit au fond. Il y lâche plusieurs regards avant de descendre pour le rejoindre. Une fois arrivé à son niveau, il met pause pour enlever sa musique. Et la pause dure assez longtemps pour qu'on remarque un très gros problème. Si vous suivez bien la vidéo, vous savez que quand on peut sauvegarder un monde, ça veut dire qu'on est dans un monde solo. Et donc si on met pause dans un monde solo, le jeu est censé être en pause. Sauf que si on ouvre bien nos oreilles et qu'on accélère un peu la vidéo, on voit que le brouillard se lève, on entend des bruits de pas, et si on regarde bien, on peut voir cette silhouette qui semble observer Anthony.
Il revient alors sur le jeu Ok. et voit que le brouillard l'encercle complètement. Il descend dans la grotte et, arrivé en bas, on se tape une nouvelle fois un écran noir. Il se bat contre un zombie et s'enfonce encore plus profondément dans la grotte avant de faire face à un tunnel qui est tout sauf naturel. C'est clairement quelqu'un ou quelque chose qui l'a construit. Il entre dans ce tunnel et fait face à des creepers et des squelettes qu'il combat. Et encore une incohérence, ici on peut voir que l'arc que tiennent les squelettes est dans un modèle 3D. Or, cela ne devrait pas être possible en version alpha. Ce modèle 3D n'a été ajouté qu'en bêta 1.8 près d'un an plus tard. En tout cas, il continue de combattre ces monstres jusqu'à tuer le dernier, et en arrivant au bout du tunnel, il se passe ça. Il vient clairement de se faire attaquer par l'entité qui courait à une vitesse complètement insensée. Anthony remonte comme il peut, la vidéo se coupe, on comprend pas trop ce qui se passe et ça reprend sur lui qui est en train de reboucher la grotte. Avec son dernier cœur restant, il court se réfugier dans le château en se plaçant sur un four avant que la vidéo ne se coupe. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette vidéo. C'est la première fois que l'entité attaque clairement le joueur. On a pu la voir courir vers Mario dans la première vidéo, l'observer et l'entendre dans la seconde, mais là on l'a clairement vu tenter de piéger Anthony. Elle semble bien plus agressive à son égard. Anthony semblait très préoccupé par cette grotte avant même de la rejoindre, comme si quelque chose s'était déjà passé. La 7ème vidéo fait directement suite à celle qu'on vient de voir. L'enregistrement date du 5 novembre, soit 2 jours après celui d'Anthony. La note juste en dessous dit « supprime-le ». Ça ne présage rien de bon. La vidéo commence avec Mario qui sélectionne son deuxième monde. Et en arrivant dessus, on se rend compte qu'il s'agit du monde d'Anthony. Donc il lui aurait partagé la sauvegarde, peut-être pour qu'il voie de lui-même ce qui s'y passe. Personne ne semble avoir rejoué dessus depuis la dernière fois, et ça, on peut l'affirmer en voyant qu'il apparaît au même endroit où la dernière vidéo s'est arrêtée avec exactement le même nombre de cœurs. Mario explore un peu le château d'Anthony, et ses mouvements laissent penser que c'est la première fois qu'il joue dessus. Il se rend à l'établi pour fabriquer des torches, et après ça, avec des pas très hésitants, il marche vers la grotte qu'Anthony avait rebouchée. On voit rien. Arrivé à son Imagine niveau, jouer à on Minecraft peut comme voir que ça. le château derrière lui disparaît complètement. Il tente alors de manière très insistante d'augmenter la distance de rendu, mais celle-ci est complètement bloquée sans aucune explication. Il laisse tomber et se met alors à creuser le trou avant que... C'est juste une poule. Il descend dans la grotte en suivant le chemin qu'Anthony avait construit Fils de pute. Mec, j'ai cru. pour descendre. Je sais pas. Et une fois arrivé en bas, il se rend compte que des tonnes et des tonnes de tunnels ont été creusés. Certains sont vraiment très grands. Et je vous rappelle que personne n'a joué sur ce monde depuis la dernière fois. C'est donc probablement l'entité qui, enfermée dans la grotte, a littéralement pété un câble. Mario s'y aventure, toujours plus hésitant, et passe entre les tunnels. Il arrive au fond de la grotte, pose une torche, et puis... On dirait un bleu. Attends, attends, attends. au fond de la grotte, pose une torche, s'y aventure, toujours plus Ah non, c'est la texture, ok. hésitant, et passe entre les tunnels. Il arrive au fond de la grotte, pose une torche, et puis... Je regardais les blocs de gravier qu'il y avait à gauche. Après avoir vu cette vidéo, on comprend qu'il s'agit d'un message de Mario pour Anthony comme le titre l'indique. Il lui demande de supprimer son monde en description après avoir vu de lui-même que l'entité était bien là. Elle transforme complètement la manière dont le jeu fonctionne en restant active même quand personne ne joue, ce qui est logiquement impossible sur un monde solo. Faut quand même noter qu'elle n'a pas attaqué Mario. Elle a certes baissé et bloqué sa distance de rendu, lui a cassé une de ses torches, mais ne l'a pas attaqué contrairement à Anthony. On dirait presque qu'elle essayait de l'éloigner. Après, pourquoi cette distinction ? On verra bien. L'avant-dernière vidéo est la plus courte mais aussi la plus bizarre de toutes, et je pèse mes mots. Il n'y a absolument aucune description, donc ni date, ni note, juste ce titre, Other 2. La vidéo commence avec Anthony qui mine dans une grotte.
Si vous vous demandez comment je sais que c'est Anthony qui joue, c'est par rapport à la disposition des objets dans l'inventaire. Contrairement aux vidéos dans lesquelles Mario joue, ici on peut voir que les outils sont placés sur la gauche, exactement comme sur les 2 dernières Comme un joueur vidéos dans le normal. monde d'Anthony. Et on en déduit donc que c'est lui qui joue. Il se déplace dans la grotte et puis, à un moment, il y a une coupure. Il réapparaît dans une zone très étrange où il est entouré de blocs de pierre. Il regarde un peu autour de lui avant de marcher tout droit. Il marche longtemps avant de tomber sur une structure encore plus étrange. Un empilement infini de barrières en bois qui bloquent son chemin. Il l'observe, et puis la vidéo vire ensuite sur un écran noir et ces étranges messages peuvent être lus en bas à gauche. Alors, pour comprendre cette vidéo, faut déjà essayer de savoir quand ça se passe. Même si on n'a pas d'informations claires là-dessus, on peut quand même savoir à peu près quand cette vidéo se déroule. Et ce, en s'appuyant sur la version affichée en haut à gauche. Cette version alpha date de fin août 2010. Et ça voudrait donc dire que cet enregistrement est le tout premier dans la chronologie. Il précède donc l'autre vidéo intitulée Other où Anthony discutait de son mal-être avec Mario. Ensuite, pour ce qui est des messages qu'on peut lire à la fin, ils ont été déchiffrés. Il s'agissait d'un chiffrement par décalage, qu'on appelle aussi code de César, qui consiste en gros à déplacer les lettres d'une phrase d'une distance fixe. Par exemple, le mot amertume devient un ce mot quand on utilise une clé de 1. Ici, c'était une clé de 13. Et une fois déchiffré, on peut lire 2 messages en anglais que je vous traduis. Tu n'as jamais été la personne la plus gentille, Anthony. Arrête de te mentir à toi-même. Il est clair que c'est l'entité qui s'adresse à Anthony, et on a bien vu qu'elle semble avoir une dent contre lui. Et si Un elle petit peu. s'adresse comme ça à lui, je pense qu'on peut affirmer que c'est elle qui l'a téléporté dans cet étrange endroit et qui l'a mené jusqu'à la barrière infinie. Et de là, faudrait peut-être voir la barrière comme un symbole, peut-être une manière de dire à Anthony qu'il y a des limites à ne pas dépasser, ou alors qu'il ne peut plus fuir désormais. Ça fait beaucoup d'interprétations et puis au final, qu'est-ce que veulent vraiment dire ces messages? On va essayer de faire le point sur tout ça après, mais pour le moment, il nous reste une dernière vidéo à traiter. Et c'est clairement la plus dérangeante de toutes. Le dernier fichier date du 29 décembre, soit presque 2 mois après Fort Anthony, le dernier enregistrement en date. La vidéo commence sur le menu du jeu et on peut voir une discussion entre Mario et son ami. Dans celle-ci, Mario demande clairement à Anthony de supprimer le monde qu'il lui a envoyé. Anthony lui demande s'il y a trouvé quelque chose et Mario répond que oui, quelque chose ne va pas du tout avec ce monde. Dans le dernier message, il lui dit qu'il lui enverra la vidéo plus tard et que là maintenant, il enregistre. On déduit donc que c'est Mario qui joue sur le monde qu'Anthony lui a envoyé. Il lance alors le monde et en arrivant dessus, il y a un silence très marqué. Il fabrique des TNT tranquillement, puis se rend ensuite à une fosse qu'Anthony a creusée où sont piégés des tonnes de monstres. Et il fait exploser ces TNT sur eux. Ça ne vous rappelle pas une vidéo? Oui, c'est presque le même schéma que The TNT Powner, sauf que là, il n'y a pas de musique en fond. Juste le son des monstres et des explosions, tout ça pendant une longue minute. Longue minute au bout de laquelle la vidéo se coupe. Mario réapparaît avec très peu de points de vie dans ce qui semble être une grotte. On entend des sons bizarres, des bruits de pas qui ne sont pas les siens, et on peut voir ce tas de restes d'animaux qui n'est pas naturel du tout. Il rentre dans la maison et va dans un sous-sol dans lequel il y a des wagons. Il en prend 2 et pendant qu'il roule, il lâche plein de regards derrière lui comme s'il fuyait quelque chose. Il lâche dans la maison et va dans un sous-sol dans lequel il y a des wagons. Il en prend 2 et pendant qu'il roule, What? Je sais, MC, ma tête, mes yeux, tout ça. Faut que je me fasse un chocolat chaud, mais vu qu'il restait pas beaucoup de temps, il reste pas beaucoup de temps, je préfère attendre la fin de ce react. Je vais me faire un chocolat chaud, petite pause. Et ensuite, je reviens requinquer. il lâche plein de regards derrière lui comme s'il fuyait quelque chose. Il arrive au bout des rails, range les wagons, et je vous laisse voir ce qu'il se passe.
Elle a stressé de fou. Oui, c'est comme ça que la dernière vidéo se termine. On y a vu Mario se faire poursuivre par l'entité après qu'il l'ait visiblement provoqué pour ensuite montrer l'enregistrement à Anthony. Est-ce que tuer les monstres dans la fosse à coups de TNT c'était une manière d'attirer l'entité? Eh bah, à partir de maintenant, on ne peut que théoriser sur ce que peuvent bien raconter toutes ces vidéos. J'ai essayé de vous donner un maximum d'éléments pertinents depuis le début afin qu'on puisse désormais essayer de recoller les morceaux nous permettant de comprendre le récit de Old Minecraft Reupload. Et voilà ce que ça donne en se basant sur les éléments qu'on a relevés. Mario et Anthony, deux jeunes joueurs de Minecraft, ont accès à des fonctionnalités du jeu bien avant leur sortie publique, parfois avec presque un an d'avance. Anthony, qui semble obtenir ces fonctionnalités, les partage avec Mario. On ignore comment il y accède, mais cela semble le tourmenter, probablement à cause de l'entité qui hante ses parties depuis quelques temps. Dans la première vidéo de la chronologie, Anthony vit un épisode étrange où il est téléporté face à une barrière géante avant que des messages cryptiques n'apparaissent à l'écran. Peu après, il exprime son mal-être, sûrement lié à cette expérience. Depuis, l'entité apparaît également dans les mondes de Mario sans lui faire de mal, mais reste cependant très agressive avec Anthony. Mario découvre à chaque fois les dégâts causés sur les mondes d'Anthony après qu'il les lui partage. Il réalise très vite à partir de là que l'entité agit même lorsque le jeu est éteint en creusant des tunnels gigantesques. Dans la toute dernière vidéo, qui se déroule 2 mois après la découverte des tunnels, on dirait que Mario sait désormais comment attirer l'entité en s'en prenant à des monstres. Il semble avoir pour but de la capturer en vidéo afin de le montrer à Anthony pour qu'il puisse enfin supprimer son monde. Mais très vite, elle reprend le dessus, se jouant de Mario et le faisant courir partout. La dernière vidéo se coupe à un moment marquant où il aurait pu se passer quelque chose de très grave, mais jusqu'ici, aucun meurtre n'est recensé. Quand elle pousse Anthony dans un trou, ou quand elle s'en prend à Mario et lui fait faire des allers-retours, elle les laisse avec très peu de points de vie, mais il reste en vie. D'ailleurs, les écrans noirs pourraient être une capacité qu'elle utilise pour ne pas se montrer dans les vidéos de Mario. Cela expliquerait pourquoi dans certaines vidéos il y a énormément d'écrans noirs, notamment dans la toute dernière où Mario réapparaît avec très peu de cœur sans qu'on ait pu voir la confrontation probable avec l'entité. Elle semble savoir ce qu'elle fait et comment le faire. Tout au long des vidéos, on la voit devenir de plus en plus agressive et présente, mais sans jamais tuer personne. Il est d'ailleurs possible qu'elle ait elle-même posté la vidéo Other2. En voyant que celle-ci n'est ni datée ni décrite contrairement aux autres et qu'on y voit un phénomène dont elle semble pleinement être à l'origine, on peut le supposer. Une façon pour elle de montrer à Mario qu'elle peut agir même en dehors du jeu. Une autre raison de le croire, c'est qu'en activant les sous-titres sur YouTube dans Minecraft Base Tour, et ça je ne l'ai pas dit dans la vidéo, on peut lire des messages très étranges. Peut-être que le pas sûr en description de la troisième vidéo que je ne pouvais pas expliquer vient d'elle aussi. Elle serait alors bien plus puissante qu'on ne le pense. Dans le jeu, elle court anormalement vite, crée des bugs visuels ainsi que des écrans noirs, téléporte les joueurs, leur tend des pièges, leur écrit des messages bizarres, modifie complètement le comportement du jeu et surtout les tourmente sans jamais les tuer. Avec tout cela, on a vraiment l'impression que son but n'est pas de tuer, mais vraiment d'effrayer les deux amis. Mais Oh, alors, ça fonctionne? pourquoi? Pourquoi ferait-elle tout ça? Pour répondre à cette question, on peut envisager deux théories. La première, celle de l'esprit vengeur. Anthony aurait fait du mal à quelqu'un, peut-être de l'harcèlement ayant mené à une tragédie. Il regretterait alors son acte ainsi que les conséquences de celui-ci, car depuis, la victime serait revenue dans le jeu et même en dehors pour le tourmenter. Cette théorie repose sur les messages de Other2 et la distinction qu'elle fait entre Anthony et Mario. L'entité semble intelligente et sait comment les mettre mal à l'aise. Et d'ailleurs, ça pourrait expliquer la vidéo où Mario se déchaîne sur les monstres. Comme je l'ai dit, ils ont l'air d'être assez jeunes, et peut-être que pour eux, s'en prendre aux monstres est une manière de se venger contre l'entité, contre ce jeu complètement hanté. Cette théorie pourrait très bien marcher, mais le problème avec elle, c'est qu'elle ne tient pas compte du fait qu'Anthony ait accès à des éléments du jeu bien avant leur sortie. Et c'est là que vient la deuxième théorie, celle du gardien. L'entité serait là pour protéger les fichiers du jeu qu'Anthony a volés. Si elle tente de les effrayer sans jamais les tuer, c'est tout simplement pour qu'ils arrêtent de jouer à Minecraft. Ce serait une sorte d'anti-pirate très poussé créé par les développeurs, utilisant des fonctionnalités présentes seulement dans les fichiers du jeu, comme les sons de respiration par exemple. Et si elle était plus agressive avec Anthony dès le départ, c'est car il avait accès aux fonctionnalités privées bien avant Mario. Et donc ça expliquerait tout le reste des événements et pourquoi elle devient de plus en plus agressive avec les deux. Mais le problème cette fois-ci, c'est que cette théorie n'explique pas pourquoi l'entité envoie des messages aussi précis à Anthony en disant qu'il n'est pas une bonne personne. Pourquoi une telle violence psychologique? À moins que Notch ait vraiment voulu traumatiser les pirates, ça ne fait pas vraiment En soi. sens. Enfin bon, vous vous en doutez, des questions et des contradictions, il en reste plein. On ne peut pas avoir de réponse claire et fixe sur ce genre d'histoire. Je vous ai partagé ici mon analyse et ma compréhension de l'histoire, ainsi que les théories les plus relayées, mais il y a encore beaucoup de mystères qui entourent cette chaîne. L'intérêt de ce genre de projet, c'est de laisser chacun imaginer son propre scénario en s'appuyant sur toutes les pièces du puzzle disséminées un peu partout. Et j'espère vous avoir fait part de la majorité d'entre elles pour vous permettre de faire vos propres théories. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, j'ai donc probablement dû faire pas mal d'erreurs. N'hésitez donc pas à me faire part de vos retours sur ce nouveau format. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. C'était Leaf, merci de m'avoir écouté. Ok. Bon, même si je me suis... ah.
Visuellement, ça va être vraiment bien endormi. J'ai bien entendu, ok, hein, j'ai écouté. Et ouais, c'est intéressant. Flippant. Mais intéressant. Y a pas le lien de la chaîne du mec. Après. Merde. Non, c'est pas. Merde, c'est les musiques. Ah. Je suis abonné au moins. Allez, hop. Je m'abonne et je mets la cloche. Hop, on va passer à ça juste après. You know, I'm an innovator. Ça. Merci. Hop. Non, pas ça. Merde, c'est ça. Voilà. Nous, on se dit à tout à l'heure. Petite pause, je vais me faire un chocolat chaud pour mon requin hockey. Et je reviens juste après. À tout. Là. Hop.
C'est bon. Je suis prêt. Je suis requinqué. Et on va se mater ce react qui est plus long que l'autre. Hein. Beaucoup plus long. Du coup, c'est parti pour regarder la vidéo de Sylvain. La méga vie de Kim.com de Méga Upload. You know, I'm an innovator. I'm a smart guy. I'm a good businessman. You may be all of those things, but according to the Americans, you're also a thief. How do you think this is going to end? Well, that's the thing, you know. If your initial strike is already a nuke, there's not much more you can do. I mean, they already put that thermonuclear device up my ass. So, yeah, bring it on. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Kim.com, le célèbre créateur du site Mega Upload. L'histoire d'un petit gars qui, après avoir été rejeté à l'école, a fini par se passionner d'informatique avant de monter les échelons de l'illégal. Parti de presque rien, Kim va fonder l'un des plus grands empires qu'ait connu Internet avec son site culte qui marquera toute une génération. Jeux vidéo, albums, films, séries, si un produit culturel existe, il y a forcément un lien Mega Upload qui traîne pour le télécharger. Et ce succès va très vite monter à la tête de Kim, qui va flamber et faire absolument n'importe quoi. Mais s'il est devenu un titan du web, il est surtout devenu une gigantesque cible pour les groupes d'ayants droit. Et lorsqu'Hollywood et les majors veulent votre peau, ils n'y vont pas à moitié. Mais avant ça, laissez-moi remercier les partenaires qui nous accompagnent sur cette vidéo. Gigabyte, Aorus et Nvidia. Grâce à eux, Eh bah tiens, Nvidia MC, on en parlait. Donc cet écran énorme, le Aorus CO49DQ, un écran incurvé OLED de 49 pouces anti-reflet et un PC équipé du dernier CPU Intel i7 14700K. Et pour couronner le tout, une carte Nvidia GeForce RTX 4090 qui tabasse tout. Cherchez pas, c'est actuellement la plus puissante sur le marché. Autant vous dire que c'est un combo béton pour faire du montage. Entre Premiere Pro ou Unreal Engine, qui sont tous les deux des logiciels bien gourmands, bah ça me permet enfin d'avoir un rendu fluide et d'afficher ces timelines gigantesques sans aucun problème. Qui monte ses vidéos sur Unreal Engine? What? Non, c'est pas Dire que c'est un combo béton pour faire du montage. Entre Premiere Pro ou Unreal Engine, qui sont tous les deux des logiciels bien gourmands. Ah non, ok. Ah, j'avais pas fait. Non, ok, ouais, c'est Unreal Engine pour body. Je me suis dit que quelqu'un montait des vidéos avec Unreal Engine, j'allais péter un câble. Bah, ça me permet enfin d'avoir un rendu fluide et d'afficher ces timelines gigantesques sans aucun problème. Et c'est d'autant plus pratique grâce au pilote Nvidia Studio qui est spécialement conçu et surtout une excellente attention au résultat est incroyable. Et c'est notamment grâce à leur dernière architecture Ada Lovelace qui permet d'atteindre des performances optimales. Ray tracing complet, boost de perf et de résolution en temps réel, tout y est. Résultat, je ressens pas de latence, c'est fluide, bref, j'adore, c'est un régal. Donc si vous voulez vous régaler, je vous laisse checker le lien en description pour choper du matos Nvidia, selon votre budget. Alors je pense qu'avec une 4090 MC, tu la grées pas à l'acte 3 en mode ultra élevé qualité, hein, ça c'est sûr. Vous pouvez prendre comme moi une GeForce RTX 4090, mais il y a aussi tout un listing de GeForce RTX. Vous pouvez prendre comme moi une GeForce RTX 2249 € et 95 centimes. Tout ce que j'ai dit. Après, c'est garanti 3 ans. 4090, mais il y a aussi tout un listing de GeForce RTX 480 de la gamme Super, qui comme leur nom l'indique, sont super. Un gros merci encore à Gigabyte, Aorus et Nvidia, et maintenant, on retourne voir Kim. Kim Schmitz naît en 1974 à Kiel, dans le nord de l'Allemagne. Et on va la faire simple, son enfance est nulle. Son père est alcoolique et violent, sa mère est dépressive, et pour ne rien arranger, il se fait harceler à l'école. Kim est déjà hors norme, ses camarades se moquent de sa taille, de son poids, et il est globalement rejeté par tout le monde. Alors difficile de s'évader de trouver une passion pour Kim, jusqu'à ce que sa mère lui offre un Commodore 16, un ordinateur. Il va y passer tout son temps libre, à l'étudier dans les moindres détails pour en comprendre tous les rouages. Ce qui va vite tourner à l'obsession. It got me totally hooked. My brain was in a different mode and all of a sudden I found what I wanted to do. Et ce refuge virtuel va lui servir dans la vraie vie, plutôt qu'on ne l'imagine. Déjà à l'époque, il se lance dans le piratage de jeux vidéo, qu'il vendra à ses camarades dans la cour de l'école, ce qui lui permettra de s'intégrer et de devenir populaire. Et c'est aussi à cette époque qu'il va découvrir les réseaux BBS, une sorte d'internet à l'ancienne qui marche via les réseaux téléphoniques. Il y rencontre plein d'autres personnes comme lui, passionnées par l'informatique. Et grâce à eux, il se motive à transformer cette passion en possible carrière. Oh, I was a naughty kid. Absolutely. My mother, you know, I'm so sorry. Once I had my first computer, everything changed for me, and I just started questioning everything.
You know, why go to school? This is the future. This is what I want to do. On est alors en 1990 quand Kim décide d'arrêter l'école. Il a seulement 16 ans et il part vivre à Berlin, loin de sa banlieue grise. Et ce n'est pas par hasard, c'est là-bas que se situe le Chaos Computer Club, le plus grand collectif de hackers d'Europe. Ils viennent d'y ouvrir une antenne et Kim rêve déjà de rejoindre leur rang. Alors pour faire partie du CCC, il faut démontrer ses capacités techniques. Kim est confiant, il a dédié toute son adolescence à ça, alors il se lance. Et Kim se plante. Dès les premiers tests, il se rend compte qu'il est assez loin du niveau attendu. Car les membres du CCC le considèrent ni plus ni moins comme un script kiddie, c'est-à-dire un mec qui va réutiliser le code d'autres hackers sans vraiment comprendre comment ça marche, ni comment en produire soi-même. Mais si Kim a bien un talent, c'est celui de bien s'entourer. Et au fil des rencontres, Kim décide de fonder son propre groupe de hackers, Dope. Leur business, c'est de voler des listes de code PBX à des sociétés américaines. En gros, c'est une sorte de crédit téléphonique. Et ça intéresse pas mal de monde dans le milieu du hack, car avec ces codes, il devient possible de téléphoner gratuitement aux frais des entreprises lésées. Kim revend les codes à 200 $ à l'unité et tout part comme des petits pains. Mais il va même pousser le vice plus loin, en mettant en place des hotlines surtaxées aux Caraïbes ou à Hong Kong, et avec ses milliers de codes à disposition, il appelle alors en boucle ses propres hotlines, et il crée alors une véritable machine à imprimer de l'argent. Et grâce à ça, Kim se fait enfin un nom dans la scène berlinoise. À défaut d'être très bon techniquement, il est pas si bête, il sait bien s'entourer, et il vit désormais confortablement grâce à ses escroqueries. Et surtout, il commence à intéresser les médias, qui sont de plus en plus intrigués par le monde underground du hacking, car c'est dur de trouver des hackers qui acceptent de parler, c'est un milieu assez secret où tout le monde reste discret. Sauf que Kim, faire parler de lui, eh ben il adore ça. En 1992, Forbes dédie un article au hacking. Il y a plusieurs intervenants, dont un certain Kimball, le tout nouveau pseudo de Kim. Et il y parle ouvertement de son entreprise criminelle, car il sait que la législation allemande est complètement à la ramasse sur les questions de piratage. Il n'a donc pas besoin de se cacher. Mais il comprend surtout que les médias de l'époque, eux aussi, sont à la traîne sur ce sujet. Alors il se fait passer pour plus important qu'il ne l'est. Il déclare par exemple avoir réussi à hacker le Pentagone, et quand il a un peu de temps libre, il espionnerait soi-disant le palais de Saddam Hussein par satellite. And for example, I hacked NASA because I wanted to find out if there are really aliens out there. What did you find? Nothing. Ouais, plus c'est gros, plus ça passe, ouais. Mais 2 ans après son premier article où il déclare être intouchable, eh ben toc toc toc, c'est la police allemande. À force de crier tout haut qu'on est un super hacker, eh ben on a décidé de passer vous dire bonjour. Ils saisissent alors tout son matériel, qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, avant de déposer Kim devant un juge. On l'accuse alors de 11 fraudes informatiques, 10 intrusions s'apparentant à de l'espionnage et un petit florilège d'autres faits, dont son escroquerie massive de lignes téléphoniques. Sauf que Kim n'avait pas tout à fait tort. La justice allemande est vraiment en retard sur ces nouveaux cybercrimes, et la législation actuelle le rend presque intouchable. Sans compter qu'il était mineur au moment de ces faits, alors le juge va se montrer clément. Kim prendra 2 ans de mise à l'épreuve, et c'est tout. Et ça, c'est le scénario parfait pour Kim. Comment ça, 2 ans de mise à l'épreuve? 2 ans de mise à l'épreuve, je me trompe peut-être, mais je vois ça comme si pendant 2 ans tu fais rien, tranquille. Si par contre tu fais une connerie, good luck à toi, mais tu vas le sentir passer. C'est comme ça que je le vois. Il a les médias de son côté, et cette histoire, elle renforce encore plus sa crête de hacker. Alors après cette gentille tape sur les doigts, il décide de passer la seconde et de lancer sa propre boîte, Data Protect, une entreprise de cybersécurité dédiée aux entreprises. Willkommen bei mir zu Hause. Das ist mein privates Reich, meine Schuhe. Und hier ist dann mein kleines privates Raumschiff Enterprise. Da stehen meine ganzen Computer und hier sitze ich dann abends und spiele Computerspiele. Et qui dit hacker mystérieux dit site web à la hauteur. Ouais, alors pour les plus jeunes, il y a toute une période dans les années 2000 où les sites cool ressemblaient à ça. Faudra qu'on en parle un jour. Et tous ces efforts finissent par payer. Sa réputation et sa visibilité lui permettent de trouver des clients prestigieux et au portefeuille bien garni. La Lufthansa, Vodafone ou encore la bourse allemande auraient fait appel à Data Protect. Ouais. Notamment car il se serait introduit sur leur serveur avant de leur expliquer contre rémunération comment s'en prémunir. Et ça va marcher. Fort. Car avec ce portefeuille de très grosses entreprises, Kim commence... C'était un white hat en fait. Genre, voilà. Dans cette situation, je dis bien. Genre, il a trouvé un problème et bon, pour le business, j'avoue, mais c'est bien joué, hein. Il trouve une erreur de sécurité, il l'indique. Au moins, il dit, bah, si vous voulez être prémuni de ça, je suis là, hein, j'ai une entreprise. Comment ça, 2? Comment ça, 2? Non? Une? T'as cru quoi, frère?
2 photos de canard dans mes hauts. Il est marrant, lui. Non, t'en as eu 2 mercredi parce que j'avais pas donné mardi. Du coup, mardi, mercredi. T'en as eu 2 hier parce que j'en ai pas donné vendredi. Mais aujourd'hui, t'en as qu'une. Hein. Non, mais oh. Il a cru qu'il allait pouvoir me chourer une photo en plus, là. N'importe quoi, lui. 1, 2, 3, 4. Allez, j'envoie celle-là. Hop. Partager. Discord. J'envoie ça. Non, mais oh. La paye est de 2 canards. Non? Non? J'avais dit une photo par stream! Bon, quand j'oublie, je t'en donne 2 du coup, mais Mais non, là, oh. Tu vas te calmer? Non mais... Écoute, au moins j'ai tenté MDR. Ah. Tu retentes un truc comme ça, t'as 1 semaine sans photo, hein, je te préviens. Ça brassait beaucoup de pognon. Im Endeffekt La hat sich ja an finition meinem nulle. Hobby gar nicht viel verändert, nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt eben ganz legal sehr gutes Geld damit verdienen kann. Et sa première dépense ne va pas être très subtile. Il va s'acheter 14 voitures de sport. Car pourquoi pas. Et quand il s'amuse pas avec ses nouveaux jeux à plusieurs centaines de milliers de dollars, eh bien il se met au court-métrage. Genre ce truc lunaire en flash où Kim conduit une méga car et un méga boat avant de s'infiltrer chez Bill Gates pour cribler son mur de balles et y marquer Linux. Ok, pourquoi pas. Déjà à ce moment-là, on se rend compte que Kim a une passion pour tout ce qui est méga. Et vous vous demandez peut-être ce que c'est une méga car. Eh bien lui, Kim, il a la réponse. Il adore les voitures de luxe, alors il va créer sa propre voiture de super méchant. Une Mercedes entièrement customisée, connectée à Internet et qui a son propre ordinateur à bord. Avec 16 000 GSM qui tournent à plein régime pour supporter tout ça. Donc autant vous dire qu'en 1999, c'est un ovni absolu. Prix affiché 90 000 $. Mais la sauce ne prend pas, sûrement parce que c'est un projet sacrément couillon. Mais peu importe pour Kim, il adore ça. 1 an plus tard, le succès de son entreprise Data Protect intéresse de près le conglomérat allemand TÜV, qui rachète alors 80% des parts de la boîte. À ce moment-là, il crie haut et fort à qui veut l'entendre que sa holding personnelle vaudrait plus de 200 millions $. Alors, avec toujours plus de thunes en poche, eh bien Kim s'amuse à continuer de parfaire son image de hacker qui a réussi. Alors fini les films en flash, cette fois il recrute une équipe de prod complète pour filmer Kimball Goes to Monaco, où Kim va à Monaco. Il filme alors ses vacances dans la principauté où le menu du jour est de montrer, une fois de plus, qu'il a énormément de pognon. Soirée démentielle, voiture de course, yacht, course-poursuite filmée en hélico, il vit sa best life là à ce moment-là, Kim. Geht's auf die Superyacht. Dieser reizende Kutter ist die größte Privatyacht der Welt. Die Größe dieser Yacht wird nur noch von Kims Ego übertroffen. Überall Stars auf dem Schiff. Naomi Campbell, George Clooney, Claudia Schiffer und natürlich die einzigartige, bezaubernde Stephanie von Monaco. Yes! Mais attendez, il y a évidemment une partie 2. Encore plus de Ferrari, de banquets, de champagne, de DJ sets. Bref, Kim adore montrer ses moyens et encore plus qu'il aime en profiter. Ich habe schon als kleines Kind gesagt, dass ich irgendwann mal Millionär werden möchte. Auch wenn das jetzt sich komisch anhören mag, aber das Wort Milliardär kannte ich damals noch nicht. Kim.com is playing a supervillain. He is playing Dr. No. Ich habe ja nicht irgendwelche Sponsoren oder keine reichen Eltern, sondern wirklich von klein an hier einen Riesenkonzern aufzubauen. Das ist meine Vision und das habe ich vor. He is the narcissist par excellence. Alles das, was ich hier mache, ist Spaß. Und in dem Moment, wo Geld ins Spiel kommt oder man großartig darüber nachdenkt, was das alles gekostet hat oder was man sich dafür hätte kaufen können, in dem Moment ist es kein Spaß mehr. Und deswegen mache ich mir diese Gedanken auch gar nicht. Das Geld ist da, ich kann das verwenden für solche Dinge und das mache ich dann auch. Et ce profil de hacker qui flambe, eh ben ça régale les médias. Ce qui tombe bien, vu que lui aussi, il les adore. Alors il continue de jouer avec la presse, à se pavaner et à donner des interviews, qui sont souvent d'ailleurs complètement barrées. En 2001 par exemple, il se fait interviewer par le journal Telegraph où il annonce avoir hacké Citibank et transféré $20 millions à Greenpeace, ce que l'ONG dément complètement.
Sachant que leur budget de l'époque c'était 40 millions, ils l'auraient vu passer normalement. Et pareil, le hack de la Citibank, personne n'a jamais confirmé ça. Même si Kim a démenti quelques années plus tard. Die Top 10 der reichsten Männer der Welt anzupeilen, das wäre, glaube ich, schon ein Traumziel. Et quand on lui demande comment il compte s'y prendre, eh bien il déclare qu'il est bien plus intelligent que Bill Gates. Ah bah oui, c'est mathématique du coup. Et comme Kim est très intelligent, il va commettre une des manipulations de marché les plus importantes d'Allemagne à cette époque. Un génie, on vous dit. Kim va acheter 2 millions d'actions de la société Let's Buy It, spécialisée dans la vente en ligne, mais qui est au bord de la faillite. Le coût, 375 000 €. Puis il annonce fièrement à la presse qu'il compte investir plus de 50 millions d'euros dans la boîte pour en faire le nouveau Yahoo. Oui, alors à l'époque, Yahoo c'était encore quelque chose de légitime, il faut se remettre dans le contexte. Du hast dieses Unternehmen gerettet, ist das auch richtig? Das ist richtig, ja. Mit wie viel Millionen? Ich habe von 4 Millionen Euro 1,2 Millionen Euro beigesteuert, um den Konkurstermin abzuwenden. Das war tatsächlich eine Stunde vor Ablauf der Liquidationsfrist. Et à l'annonce de ce rachat, le marché devient complètement zinzin. Tout le monde se rue sur l'action Let's Buy It, la valeur explose de 220% et Kim revend toutes ses parts. Il n'a en réalité pas investi le moindre euro dans l'entreprise. Il s'est juste tiré avec la caisse, avec un joli pump and dump, profitant de ses interviews où il promet de relancer la boîte, empochant au passage un joli pactole d'1,5 million de dollars. Alors fun fact, c'est illégal. C'est de la manipulation de cours et contrairement au hacking, ça c'est très bien intégré dans la législation allemande. Alors une enquête se met en place discrètement, en coulisses. Et ah bah oui, bah oui. Oui, c'est vrai, oui, c'est de la manipulation, oui. J'ai pas pensé. Sa capacité à mal gérer ses entreprises va continuer, car Data Protect, la boîte qu'il a revendue très cher, eh bien elle vient de faire faillite. À croire que tout ça n'était un petit peu que du vent. Tiens donc. Mais vous vous en doutez, Kim, il en a rien à carrer. Lui, il continue de kiffer. Alors en 2001, il participe au Gumball Rally 3000, un rallye très connu où il y dévoile sa méga car flambant neuve. This guy is the richest guy in Europe, apparently. Do you know him? Richest man in Europe? What's his name? I don't know his name. I'll find out. So, do I say, I hear you're the richest man in Europe? Yeah, try that. All right. Hi, I hear you're the richest man in Europe. No, I'm not. Oh, you're modest too. I like that combination. Mais il n'y a pas que l'argent qui compte pour Kim, car encore une fois, il tient surtout à son image. Et en 2001, il veut cultiver celle du hacker justicier. Et en réaction aux attentats du 11 septembre, Kim va intervenir à sa sauce. Alors il forme le groupe de hackers Young Intelligent Hackers Against Terrorism. Il prétend avoir vidé des comptes en banque soudanais qui auraient appartenu à Ben Laden, tout en promettant plus de 10 millions de dollars à quiconque pourrait mener à sa capture. Bon, je dis pas qu'il a tout inventé, je dis juste qu'il n'y a jamais eu de preuve sur tout ça. Mais cette posture de grand justicier ne va pas l'empêcher d'affronter les tribunaux, car l'affaire du boursicotage de Let's Buy It ne s'est pas volatilisée, bien au contraire, et il découvre que la police allemande le recherche. Alors il décide de prendre de longues vacances jusqu'en Thaïlande. Bon, alors c'est pas de bol parce que les Thaïlandais n'ont aucune envie de protéger cet idiot-là, alors ils le foutent dans un avion retour à l'envoyeur, et c'est la méga prison pour Kim pendant 5 mois, pendant son jugement. Et là on se dit que ça y est, c'est la sauce, mais pas du tout en fait. Il ne prend que 20 mois de sursis et une amende de 100 000 €. Du coup, si je comprends bien, il a gagné 1 million dans l'histoire et il me tape sur les doigts. C'est peut-être bien un génie finalement. After that happened, I actually had an allergic reaction to everything German. Alors plutôt que de rester dans le pays qu'il a vraiment persécuté, il file direction Hong Kong, où il va investir dans de nouveaux business. On peut citer par exemple Trendax, aussi appelé The Money Making Machine. Pourquoi pas, je vous laisse admirer le site de l'époque. Ouais, c'était quelque chose. Le problème, c'est que la proposition, elle est un peu trop alléchante. Il vous demande d'investir 50 000 $ et vous promet des retours pouvant atteindre un minimum de 25% par an en bourse grâce à l'intelligence artificielle. En Big 2003. C'est pas nouveau. Le tout quelques années après l'éclatement de la bulle Internet, avec un mec qui vient d'arnaquer des investisseurs. Alors, est-ce que Kim nous en fume encore une fois? Eh bien, petit indice, Trendax n'a jamais été enregistrée officiellement auprès de la bourse hongkongaise. Elle n'a donc légalement jamais été autorisée à investir. Top. Et puis quand on voit les passe-temps de Kim, franchement, j'oserais pas trop lui confier ma thune. Parce que pendant ce temps, lui, il s'amuse temporel. Il reparticipe au Gumball. Cette fois, il veut se lancer dans un tout autre business que la sécurité informatique, le partage de fichiers. Car Kim en a marre de galérer à envoyer des fichiers par mail. On lui dit toujours que c'est trop lourd et gna gna gna, vas-y, il va lancer sa propre boîte pour tenter de révolutionner tout ça. En 2005, sa boîte Data Protect, deuxième du nom, change de nom et devient Mega Upload. Et c'est aussi à ce moment que Kim va changer son nom légal, passant de Kim Schmitz à Kim.com. Et à partir de là, tout va s'accélérer. Mega Upload. Pour la faire simple, c'est un hébergeur de fichiers. À une époque où c'est galère d'envoyer des pièces jointes par mail ou des gros trucs, Mega Upload vous permet de foutre n'importe quoi sur leur serveur, ça génère un lien, vous l'envoyez à vos potes et tout le monde est content. Pour les plus jeunes, c'est une sorte de Google Drive ou de WeTransfer où les liens n'expirent pas.
At the time, there was no Dropbox, there was no Google Drive, there was no easy way to actually share large files, so it was an instant success. It basically spawned an entire industry. Et ça marche super bien. Le service est nickel et surtout, c'est un peu révolutionnaire d'avoir à l'époque plus de 200 Go de stockage gratuit. Faut se mettre dans le contexte, c'est colossal en 2005. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, c'est pas mal. Le service devient de plus en plus populaire. Et évidemment, en plus d'uploader des photos de leurs vacances, d'autres personnes se rendent compte qu'elles peuvent aussi mettre en ligne Madagascar ou Charlie et la chocolaterie. Alors, il faut bien se rendre compte qu'à ce moment-là de l'Internet, c'est vraiment pratique. Parce que jusque-là, pour télécharger du contenu pirate, il fallait souvent passer en peer-to-peer, sur Emule, Kazaa, Sherazaa, LimeWire par exemple. Ce qui veut dire qu'en général, on était toujours dépendant d'autres utilisateurs pour télécharger du contenu, et surtout qu'on télécharge toujours un peu à l'aveugle. Mais avec Mega Upload, c'est fini tout ça. On sait qu'il y aura toujours un lien de dispo, que le contenu aura été vérifié en amont, et surtout que la vitesse de téléchargement sera toujours au max. Et c'est comme ça que Mega Upload devient très rapidement le repère ultime de contenu pirate à travers le monde. Et même s'il existe quelques concurrents, comme RapidShare par exemple, aucun n'aura réussi à générer autant d'engouement. Sauf que pour télécharger tout ça, il faut d'abord que des gens mettent en ligne des fichiers. Mais quel est l'intérêt pour les gens d'uploader des trucs? Pourquoi s'emmerder à mettre en ligne tout un catalogue de films? Alors déjà car la philosophie pirate c'est de partager, mais surtout, Mega Upload promet de récompenser les uploaders les plus loyaux. Ça change tout. Le site pouvait vous rémunérer en fonction du nombre de téléchargements. Par exemple, un utilisateur aurait reçu plus de 55 000 $ pour avoir mis en ligne environ 5800 fichiers vietnamiens, une dizaine de rips de DVD et une série italienne. C'est globalement une super affaire. Et si ça c'est valable pour lui, c'est valable pour tout le monde. Ce qui motive à peu près la terre entière à mettre en ligne tout ce qui existe. Mega Upload devient donc incontournable, surtout à une époque où l'offre légale, c'est pas trop ça. We had an ad that said the more popular your files, the more you're going to make. In other words, the bigger the piracy you help me with, the better. That's not what it said. I mean, you are totally twisting that here. Let me explain something to you. Our rewards would not even pay for files that are bigger than 100 megabytes. Okay, any movie, any TV series, any such file is larger than 100 megabytes. So how can anybody claim that we paid people for uploading movies? Not a penny has been paid to anybody who's uploading a full-length movie. Bon, belle défense, mais moi je me rappelle surtout de fichiers découpés en plusieurs liens et qui donc étaient tout à fait monétisés si on s'en tient à cette logique. D'autant qu'Internet était très lent à l'époque, donc télécharger plusieurs parties de 100 mégas, ça arrangeait tout le monde. De toute façon, cette défense va vite disparaître avec l'arrivée de méga vidéos. Oui, pourquoi télécharger des films alors qu'on peut carrément les regarder en streaming? Et là encore, ça méga cartonne. Donc son service populaire, c'est bien cool, mais il faut monétiser tout ça. Et en vrai, là aussi c'est bien foutu. Les téléchargements sont limités chaque jour, mais vous pouvez opter pour un abonnement mensuel pour avoir tout en illimité. Et franchement, vu que tous les liens pirates tournent sur Mega Upload, c'est plutôt un bon investissement. Il y a même une offre à vie pour environ 200 €. Pareil sur Mega Vidéo, c'est très malin car vous pouvez voir chaque jour une vidéo gratuitement pendant 72 minutes, soit pile assez pour mater les 3/4 d'un film et d'avoir vraiment envie de voir la suite. Alors pour voir la totalité d'un coup, il faut passer à la caisse. Alors sans surprise, Mega Upload rafle tout. Au plus haut, on dénombrera plus de 50 millions d'utilisateurs par jour, faisant de Mega Upload le 13e site le plus populaire au monde, captant jusqu'à 4% du trafic mondial. Et pour faire tourner tout ça, il s'entoure de plus de 150 personnes et stocke jusqu'à 25 millions de gigas de données. Tout ça nécessitant 1000 serveurs qui balancent des blockbusters et des jeux en continu. Mais vu qu'être 13e mondial ne suffit pas, Kim décide également de lancer d'autres services dans son empire, comme Megaporn, car aussi ça attire du monde, bizarrement. On pourra aussi parler de Megapix, qui proposait d'héberger des images et de plein de projets divers et variés qui étaient en gestation, en passant par du Megapay, du Megabackup ou du Megabox pour héberger de la musique. Méga avec un mot. Consolide un peu plus l'empire du net de Kim.com. Et tout ça rapporte beaucoup d'argent. Entre les pubs sur le site et les abonnements, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars qui seraient tombés sur les comptes de la boîte. Et si on épluche les frais de société de Mega Upload, on y retrouve des lignes dignes de Kim.com. Comme par exemple 8 millions de dollars dépensés dans une location de yacht sur seulement 3 mois, une dépense essentielle pour toute entreprise qui se respecte. Et les sommes considérables d'argent dont il rêvait, il les a enfin. Plus besoin de faire semblant de prendre des photos dans le jet, car il a de quoi se les offrir. À Hong Kong, il déménage son bureau dans la suite d'un hôtel de luxe. Le prix, 13 000 $. Alors, ça fait cher le mois, mais en fait, c'est le prix à la journée, ça. Et c'est ça, le nouveau train de vie de Kim pendant plusieurs années. Alors, je suis désolé à mes amis riches, mais je trouve ça méga moche. Et surtout, absolument pas adapté au travail. Il n'y a pas le moindre bureau, quoi. Même pas un petit baby-foot, quoi. Et sur le plan personnel, Kim est enfin comblé. Il se marie en 2007, devient un méga papa, et tout semble aller pour le mieux. Mais c'est toujours un grand fêtard, et lors d'une petite soirée dans une boîte de nuit aux Philippines, il tombe follement amoureux d'une certaine Mona.
une top modèle du pays. C'est donc tout naturellement qu'il tège la mère de ses enfants et devient père de 2 jumeaux avec Mona. D'ailleurs, si jamais c'était pas encore clair que Kim a un ego démesuré depuis le début de cette vidéo, sachez que tous ses enfants ont un prénom qui commence par K. Bon, pas trop d'inspi sur le méga dernier visiblement. Et c'est en bon père de méga famille que Kim va décider de quitter la vie effrénée de Hong Kong. Kim rêve de verdure, de grands espaces et d'air frais pour lui et pour sa famille. Alors en 2010, il déménage en Nouvelle-Zélande. Dans ses valises, il ramène avec lui plusieurs millions de dollars pour se payer un permis de résidence permanente. Car oui, il suffit d'investir 10 millions de dollars dans le pays sur une période de 3 ans pour obtenir un visa. Kim rince alors plein d'associations locales et hop, les services d'immigration lui délivrent son précieux sésame. Lui, sa femme et ses enfants peuvent habiter à vie sur l'île. Et pour fêter ça, il paye de sa poche les feux d'artifice du Nouvel An à Auckland. 500 000 dollars tout de même. Mais on va pas se mentir, c'est assez stylé. Et pour mieux apprécier le spectacle, il est dans un hélico avec sa femme, à quelques centaines de mètres à peine des explosions. Ah ouais. Il loue alors une villa démesurée dont la facture s'élève à $1 million par an, soit la maison la plus chère de tout le pays, qu'il nomme sobrement .com Mansion. 2000 mètres carrés de surface, 12 chambres, 3 piscines, des héliports et même une pièce dédiée à l'emballage de cadeaux. Là, je l'explique pas ça. I wouldn't call it very tasteful. I would call it gargantuan. I would call it what a man would buy if he wanted just for the sake of it to spend a lot of money. Et pour gérer tout ça, il a un staff à plein temps de 20 personnes. Kim ne se refuse rien. Faut dire qu'il faut un peu de place pour sa vingtaine de véhicules de luxe. Et tous ces véhicules ont des plaques d'immatriculation custom qui laissent peu de doute sur l'origine de sa richesse. Vraiment stylé ce mec. Hello everybody, this is Kim.com. This is my girlfriend. This is my car. This is my cow storage. This is Kim my Atcom, beach. vraiment? This is my sky. What the fuck? Bon, vous l'avez compris, Kim y vit sa meilleure life. Et qu'est-ce qu'il fait de toute sa thune sur son terrain gigantesque? Eh ben, il joue toute la journée. Et je déconne pas car il a tellement cramé sa Xbox qu'il finit par se classer numéro 1 sur Call of Duty Modern Warfare 3. 15 millions de joueurs en ligne et c'est Kim.com, le premier. Et il a même sa phrase signature quand les autres ragent: ne me hais pas car je t'ai battu, respecte-moi car je peux t'apprendre. Bon, c'est bien beau de vivre un rêve éveillé, mais la réalité n'est jamais loin. Mega Upload, c'est super pour les utilisateurs du monde entier, mais les ayants droit, eux, ils tirent la gueule depuis longtemps. Et à une époque où vraiment l'offre légale, c'est pas trop ça, l'argument de dire que ça génère un manque à gagner assez faramineux, il est plutôt recevable. Et ce sont tous les titans de l'industrie qui en ont après Kim. Universal, qui pèse 1 tonne, va commencer à l'avoir dans le viseur, tout comme les ayants droit de film. C'est notamment la Motion Picture Association of America qui va très fortement pousser pour mettre Mega Upload dans le viseur de la justice. Vous vous demandez ce que c'est peut-être la MPAA? C'est concrètement une association qui gère les 6 plus gros studios d'Hollywood. Donc autant vous dire que ça rigole pas trop. Sauf que Mega Upload a longtemps fait l'autruche à ce sujet, en prétextant tout mettre en œuvre pour limiter ça. Ils mettent aussi en avant leur statut de Safe Harbor, c'est-à-dire qu'ils ne contrôlent pas en amont ce qui est uploadé sur leur site et qu'ils ne peuvent donc pas être accusés de distribuer quoi que ce soit. C'est aux ayants droit d'identifier le contenu copyrighté et de faire une demande pour les retirer. C'est ça le Safe Harbor. Et c'est également sur ce principe que fonctionne YouTube. À la différence que sur Mega, il n'est même pas possible de rechercher quoi que ce soit. Il n'y a pas de moteur de recherche. Vous ne pouvez pas taper Seigneur des Anneaux sur le site et avoir des résultats. Il fallait forcément venir depuis un lien, posté quelque part, ailleurs que sur Mega Upload. Et c'est con, mais ça joue un peu en la faveur de Mega Upload. There are 100 other companies out there that offer the same service like us. Can you give me a name? Just name. Can you give me a couple of names? Who Many else? sites, Mediafire, RapidShare, FileSurf. Microsoft has their own service called SkyDrive. Google is launching a new service called Drive. Everyone is in this cloud arena, in the same business, has the same problems that we had battling piracy. But we are not responsible for the problem. Alors ça pourrait être une défense recevable si en parallèle il ne faisait pas de gigantesques doigts d'honneur aux ayants droit. Comme lorsqu'il a financé un clip à la gloire de Mega Upload, dans lequel on retrouvera Kanye West, Kim Kardashian, will.i.am, Jamie Foxx, Alicia Keys, Snoop Dogg, Serena Williams ou encore P. Diddy. Rendez-vous compte quand même, tous ces artistes sont chez des maisons de disques qui détestent Mega Upload. Et Kim parvient malgré tout à les avoir. Alors même si la majorité d'entre eux va se défendre en disant qu'ils ne connaissaient pas vraiment Mega Upload et ses pratiques. Oui, tiens. C'est donc Universal qui va prendre le relais et demander auprès de YouTube le retrait de la vidéo, juste parce qu'ils aiment pas. Et ça marche. Jusqu'à ce que Mega Upload porte plainte contre Universal en retour, vu qu'il n'y a aucun problème de copyright dans cette vidéo. Universal se défend en disant qu'il se base sur un contrat secret avec YouTube, et qu'ils ont le droit de faire ça. YouTube va répondre que c'est n'importe quoi, il n'y a pas de contrat secret, et ils remettent la vidéo en ligne.
Un beau bordel donc, mais surtout une belle victoire pour Kim. Sauf que dans les coulisses, les ayants droit du monde entier préparent un plan de bataille depuis plusieurs mois. Des lobbies de la musique et du cinéma se sont rassemblés pour porter leur cas devant la justice américaine et enfin faire tomber Avec un gros dossier. Et face à cette pression très vénère, la machine américaine se met en marche. Ils vont donc demander à la police néo-zélandaise de perquisitionner la villa de Kim et de gentiment lui passer les menottes. Ils veulent l'interroger, mais surtout saisir des preuves matérielles et geler toutes ses possessions illégitimes. La police néo-zélandaise va alors mettre au point le raid parfait sur la propriété de Kim. Il va falloir frapper vite, fort et éviter qu'il puisse s'échapper et détruire des preuves. D'autant que la police est persuadée que Kim posséderait une sorte de panic button qui pourrait détruire toutes les données des serveurs de Mega Upload. Bon, c'est sûrement un peu ambitieux de penser ça, mais s'ils y croient, il vaut mieux en effet ne pas se louper. Au point où même le renseignement extérieur se met lui aussi en marche pour espionner Kim. Chose pourtant totalement illégale sur un néo-zélandais ou un résident permanent, ce qui est le cas de Kim et de sa famille. Et le 20 janvier 2012, au matin, après des mois de préparation, 70 hommes armés débarquent au Dotcom Mansion, en hélico. Ouais, c'est un véritable film d'action, ça n'a aucun sens. Et tout a été filmé et réuploadé depuis sur la chaîne de Kim.com. Et en entendant tout ce bordel, Kim va paniquer. Il ne pense pas que c'est la police, mais plutôt que c'est un braquage. Et vu que Kim a toujours peur de ce scénario catastrophe, il a tout prévu. Il y a un bouton d'urgence près de son lit au cas où quelqu'un tenterait de s'infiltrer chez lui. Un bouton qui permet de verrouiller instantanément tous les accès de sa chambre. Ce qui lui permet de gagner un peu de temps, mais surtout de s'enfuir dans un passage secret caché derrière un placard. Et en montant ces escaliers rouges, Kim s'enferme pendant de longues minutes dans une panic room armée d'un fusil. Kim n'a pas besoin d'appeler la police quand il comprend assez vite que ce sont des agents qui sont en train de démonter la porte de sa chambre. Alors il sort de sa planque et se rend sans faire d'histoire. Il est appréhendé et conduit loin du manoir en direction du commissariat le plus proche. Pendant ce temps, les flics s'attardent à soigneusement vider toute la propriété. Ils y trouvent alors une flotte démentielle de véhicules, ou encore 8 écrans plats géants d'une valeur de 150 000 $ pièce. Et même une statue de Predator. Oui, alors c'est précisé dans les documents de la saisie, donc je vous offre la statue de Predator. Et en un claquement de doigts, la police fait geler plus de 59 comptes bancaires que Kim détient à travers le monde, sur lesquels se trouvaient plus d'une centaine de millions de dollars. Et mis bout à bout, ça fait très mal. Kim est hors jeu, et dans la foulée, Mega Upload aussi. Du jour au lendemain, l'un des sites les plus populaires d'internet se transforme en JPEG du FBI. Je vous le disais en titre, la justice américaine vient de porter un sacré coup au téléchargement. Bah Samuel, qu'est-ce que tu fais là? Bah alors? Illégal en ordonnant la fermeture de ce site Mega Upload. La nouvelle fait le tour du monde et pas mal de gens paniquent en pensant aux fichiers qu'ils ont mis en ligne, en pensant que c'était justement un bon moyen de faire un backup. Car au-delà du piratage, il y a tous ceux qui utilisaient Mega Upload comme un service bien pratique pour stocker des photos, des documents importants, bref, toute leur vie. Alors les utilisateurs légaux et les pirates pleurent tous du sang à partir de là. Mais Internet ne compte pas se laisser faire. En moins d'un quart d'heure, Anonymous riposte, des attaques multiples et concertées se déclenchent. Parmi les cibles, le FBI, le département américain de la justice, la Maison Blanche, mais encore Vivendi ou Universal Music. Anonymous signe là son plus grand fait d'armes. Et aussi, les gens publient des hashtags Free Mega Upload sur la page Facebook du FBI. Oui, bon, on faisait ce qu'on pouvait à l'époque pour manifester. Mais maintenant que Kim est en détention, tout l'enjeu pour la justice américaine, c'est de le ramener à la maison. Car oui, le faire arrêter en Nouvelle-Zélande, c'est une chose, mais il faut surtout le faire venir aux États-Unis. Et pour ça, il faut monter un dossier béton contre lui. Et il faut donc prouver que Mega Upload est bien une plateforme hors la loi qui met sciemment à la disposition des contenus protégés par des droits d'auteur. Et les saisies des mails internes de Mega Upload n'aident pas à le disculper. Les employés étaient visiblement bien au courant des contenus des pirates, sans trop de surprise, vu que eux-mêmes s'échangent régulièrement des liens entre eux. En 2008, un employé a par exemple écrit dans un mail interne « On a un drôle de business. On est des pirates modernes. » Réponse d'un autre employé « On n'est pas des pirates. On fournit la logistique aux pirates. » Maintenir du contenu illégal était même clé dans le service proposé aux utilisateurs. Et Kim avait tout prévu. Imaginons qu'un utilisateur mette en ligne un film, genre Le Seigneur des Anneaux. Si le même fichier était déjà sur le serveur, Mega Upload ne le réuploadait pas. Il générait juste un nouveau lien pour y accéder. Alors si 5000 utilisateurs font pareil, il y aura donc 5000 liens pour un seul fichier. Et si les ayants droit en repèrent un, ils peuvent avertir Mega, qui retire le lien en question. Attention, pas le fichier. Il reste donc 4999 liens dans la nature, et bonne chance pour tous les trouver. Il suffit alors qu'un seul lien existe pour que le fichier reste sur les serveurs. Et ça, c'est très malin. Et le pire, c'est que Mega Upload a mis au point un outil spécial pour les ayants droit, histoire de signaler plus facilement le contenu protégé. On pourrait croire que c'est une façon de jouer un peu fair play, mais c'est surtout une manière de contrôler encore un peu plus leur monopole pirate. Car Mega Upload va imposer une limite par jour de signalement. Pour la Warner par exemple, c'était 2500 liens max par jour.
Et quand ils ont fait la demande de passer à 5000, il y a eu tout un tas de réunions en interne pour s'assurer que ça ne retirait pas réellement de contenu du site. En d'autres termes, est-ce que les pirates génèrent plus de liens que la Warner n'en fait retirer? Car Mega veut juste faire la balance entre rendre contents les ayants droit et garder du contenu pirate. Sinon, qui utilisera encore Mega Upload? Mais bien sûr, Mega Upload ne met jamais le piratage en avant. Officiellement, c'est juste un site de partage de fichiers. Et c'est vrai en partie, sauf que des preuves présentées par les autorités néo-zélandaises démontrent que les serveurs contenaient à 90% du matériel protégé par des droits d'auteur. Donc qu'il y ait des images de ton chat Pépito sur Mega, ça suffira pas pour les défendre. D'après la justice, sur le site Mega Vidéo, ils planifiaient de télécharger l'intégralité du contenu de YouTube pour le réuploader en temps réel sur le site. C'est vraiment du délire. Mais Kim a pas mal de recours juridiques pour se défendre. Car tout n'a pas été fait dans les règles de l'art, loin de là. Les services de renseignement néo-zélandais n'avaient notamment pas le droit de l'espionner, vu qu'il était résident permanent. Ces derniers n'avaient pas non plus le droit de fournir des disques durs remplis au FBI, qui a pourtant ramené tout ça au chaud aux US. Et ça, c'était l'un des axes majeurs de la défense de Kim.com, à juste titre. Et contre toute attente, ça va marcher. Le Premier ministre néo-zélandais s'est même excusé pour ça, confirmant que c'était bien illégal. Je présente mes excuses à Monsieur.com et à tous les Néo-Zélandais. J'ai dit au directeur de nos services de renseignement intérieur à quel point j'étais mécontent. Franchement, je suis effaré. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour lui, car ça veut dire que Kim va pouvoir récupérer quelques millions qui étaient gelés en Nouvelle-Zélande, mais aussi retourner dans sa maison. De quoi se créer une jolie prison dorée et d'avoir un peu de matière pour se défendre aux tribunaux. Et autant dire qu'il va en avoir besoin, car ce bordel judiciaire va encore durer très très longtemps. Car à l'heure où on vous parle, Kim est toujours en Nouvelle-Zélande. Et vous vous doutez bien que Kim ne va pas rester les bras croisés à attendre sans rien faire. Alors en 2013, il lance Mega, une version revisitée de Mega Upload. Oui, c'est assez ironique, sachant que Kim est toujours poursuivi à ce moment-là. Et pour lancer cette nouvelle plateforme révolutionnaire, Kim a mis le paquet depuis sa villa. Welcome to the mega launch. Et pour rajouter un peu d'huile sur le feu, il a même prévu une fausse intervention des forces de l'ordre. Stop! Stop this madness! Let's all be friends! Did you have fun? Alors, c'est quoi l'innovation de Mega? Eh bien cette fois-ci, le site est complètement chiffré. Ça veut dire que le staff de Mega ne sait pas ce qu'il y a sur le site, et donc ils ne peuvent pas être tenus responsables. Une petite différence qui rend toute l'opération OK aux yeux de la loi, tant que les liens illégaux sont bel et bien takedown sur demande. This is not some kind of finger to the US government or to Hollywood. But legally, there is just nothing there that could be, used to shut this down. Bref, cette fois, Mes.ga se veut intouchable. Et pourtant, dès le début de leur histoire, ils vont avoir des soucis. Par exemple, leur URL Mes.ga, qui est bien stylé, ça c'est fini. Car l'extension en .ga, c'est le pays du Gabon qui la tient. Et ils n'ont aucune envie de s'associer à Kim, qui est accusé de faire trembler toute une industrie. Alors peut-être vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre le Gabon? Eh bien, si on remonte un peu la piste, c'est assez intéressant. Car Gabon Télécom, le gérant officiel de l'extension, c'est une filiale de Maroc Télécom, qui elle-même est intégrée au groupe Vivendi. Et Vivendi, c'est le groupe qui possède notamment UMG, label d'Universal. Donc indirectement, c'est un peu Bolloré contre Kim.com cette histoire. Les noms de domaine vont et viennent, et aujourd'hui, le site existe encore toujours sous l'URL mega.co.nz, qui, je vous l'accorde, est bien moins stylé. En parallèle, il ne lâche pas ses ambitions sur Call of Duty. Il passe parfois plus de 30 heures de suite à jouer pour récupérer son rang de numéro 1. D'après certains proches, il s'en rendait malade de rage. Alors pour faire redescendre la pression, il organise un tournoi en 1v1 contre une centaine de joueurs Modern Warfare 3, histoire de montrer qu'il a su garder la main. Et il ne perd que contre un seul type, donc bien joué Kim, t'étais pas monté premier pour rien. Behind me, Kim.com in his natural element. Now you have to understand, this man was number 1 at this game. The only reason he lost that title was because he had to spend some time in a jail cell. L'événement a fait assez de bruit pour attirer la télé, et on y retrouve d'ailleurs un journaliste inattendu, David Farir, que j'aime beaucoup, qui a réalisé le documentaire Tickled, que je vous recommande énormément si vous aimez les enquêtes absolument improbables. Mais vous savez ce qui manquait à l'arc de Kim à ce moment-là? Lui qui a passé des années à être le pire ennemi de l'industrie musicale, bah ouais, il est clairement temps de faire un album de musique. Car pourquoi pas? Et même si une grande partie de sa fortune est saisie, Kim continue malgré tout d'investir des sommes démesurées dans ce type de projet improbable. Lui qui ne sait ni jouer d'instrument ni lire de partition se rêve désormais en grande star de la musique. Et il va donc mettre le paquet et ramener des vétérans de l'industrie tout frais payés pour bosser sur sa musique et sa vision. Et j'insiste bien, sa musique et sa vision. Car à chaque fois que les pros payés gracieusement lui disent qu'il faudrait peut-être faire ci, faire ça, et ben lui demande l'inverse.
Et quand ils sortent des mélodies qui sont géniales, lui va dire que c'est naze. Non, lui il veut de l'Eurotrance bien dégueu, bien trash, avec des dizaines de synthés et le moins de cohérence possible. Et si une grande partie du staff s'en fout tant que l'argent afflue, d'autres qui lui tiennent tête finissent par se rendre compte que Kim est globalement quelqu'un de très énervé. Car si on ne fait pas comme lui il a décidé, eh bien il va péter son câble. Une fois, il aurait apparemment forcé un de ses ingénieurs du son à rester figé sur un terrain de tennis. De l'autre côté du filet, un joueur professionnel, recruté pour l'occasion, qui tirait en boucle sur l'ingénieur. Oui, c'est très probablement répréhensible, mais vu que tout le monde est extrêmement bien payé, sur le moment, personne ne va rien faire. Et c'est donc dans cette superbe ambiance de travail, sans aucune pression ni crainte, que tout ce petit crew doit composer une centaine de sons, desquels seront tirés 17 pépites sélectionnées par Kim. Dans un monde normal, ce seraient les 17 meilleurs sons. Dans le monde de Kim, il se trouve que ce sont les sons les plus éclatés. Mais c'est Kim qui choisit. En avant donc pour Good Times, son premier album, avec une cover toujours aussi égocentrique. Et vous avez compris, lui il trouve ça génial, et les gens ont arrêté de lutter depuis l'histoire du tennis. Et Kim va continuer de faire pleuvoir le cash pour faire la promo de Good Times. Il pose 100 000 balles sur la table pour être absolument partout en Nouvelle-Zélande. Des grandes campagnes de pub, notamment sur une centaine de bus, des affiches dans les grands magasins de disques, le pays tout entier voit sa tête. Même les gros labels ne mettent pas autant le paquet à l'époque, si ce n'est pour de très gros artistes. And I'm making my album available for free on Baboom. You go ahead and listen to it and only pay for it if you like it. And let's prove that my idea for the music industry works by making my album the #1. Et bah c'est un beau flop cet album. Il a beau mettre autant d'argent qu'il veut, si des pros lui disent que c'est nul, bah c'est sûrement que c'était nul. Les gens ont beau tous être au courant que l'album existe, personne n'en veut. Il s'en vend un petit millier en magasin, il est dans le top 50 d'une radio néo-zélandaise devant Daft Punk tout de même pendant quelques semaines, mais ça s'arrête là. Les critiques sont unanimes, c'est globalement pas terrible. Mais le pire dans tout ça, c'est que Kim reste persuadé que c'est un complot, que les plus grands labels ont fait pression sur les stations de radio pour ne pas le diffuser, car ils ne l'aiment pas à cause de Mega. Alors malheureusement, je pense pas pouvoir diffuser ces merveilles, mais je vous laisse aller checker ça par vous-même. En vrai, c'est pas si nul, mais c'est vraiment pas si bien. Et on va continuer la vidéo si vous le voulez bien. Mais il faut préciser que s'il a autant de temps pour ses activités, c'est car Mega est officiellement derrière lui. Ça y est, c'en est fini pour Kim. D'après lui, un homme d'affaires chinois aurait racheté toutes les parts de façon un peu louche, alors il déclare ne plus avoir du tout confiance dans le management de Mega et se retire. C'est flou, c'est étrange, mais à partir de là, Mega et Kim, c'est fini. Mais pour rappel, les États-Unis, ils cherchent toujours à le faire condamner. Juste, ça prend du temps. Alors, il s'occupe et il tente de se reconvertir dans la politique néo-zélandaise, en fondant le parti Internet. The internet is the most important innovation to mankind yet. Everyone is thinking that this is about my extradition. And it is absolutely not true. Son objectif, promouvoir les libertés sur Internet, sans trop de surprise. Et il y croit vraiment dur comme fer. Mais ça fait un peu grincer des dents ses employés de maison, qui ont un peu du mal avec ce nouveau virage. Car derrière les beaux discours de liberté pour le peuple et d'égalité pour tous, eux savent très bien que Kim est, disons-le, un tas de merde. Il traite ses employés très mal, il les paye moins que le salaire minimum et ils travaillent tous dans des conditions catastrophiques. Parfois même des jours entiers sans prendre la moindre pause. Why fight for freedom, for the rights of other people, when you have staff around you suffering, not getting paid correctly, working, overworked? Why not fight for us first, then fight for other people? Un de ses autres collaborateurs va également se plaindre d'avoir été attaqué physiquement par Kim, qui, je cite, lui aurait foncé sur l'épaule avec son ventre. Bonne ambiance. Mais lui s'en fout du bien-être de ses employés. Il préfère se soucier du bien-être du pays tout entier. Et quoi de mieux pour briller en politique que d'y injecter un maximum de cash? Il va donc donner à son parti la jolie somme de 3,5 millions de dollars néo-zélandais, soit la plus grosse contribution jamais enregistrée dans toute l'histoire du pays. Alors le problème, c'est qu'il a d'autres frais à côté qu'il oublie un peu de régler. Car oui, lui, il se rêve peut-être déjà en politicien, mais il a toujours une affaire d'extradition qui lui colle aux fesses. Et à force de tout claquer dans son parti, il oublie qu'il a des avocats qui coûtent un peu cher et qui ne sont plus payés depuis des mois. Alors un à un, ils finissent tous par quitter le navire. Mais il faut croire que Kim n'en a plus rien à foutre. Peut-être qu'il vise tout simplement l'immunité grâce aux élections qui arrivent, d'autant que dans le pays, vous l'avez compris, le parti Internet est plutôt mal barré. Et c'est donc sans trop de surprise que lors des élections de 2014, son parti n'obtiendra que 1,42% des voix, sans décrocher le moindre siège au Parlement. Un bon fiasco, en somme. We lost tonight because of me. Donc Kim s'occupe comme il peut pour faire passer le temps. On le retrouve par exemple lors du hack qui a paralysé le PlayStation Network en 2014. C'est lui qui va convaincre les pirates de la Lizard Squad d'arrêter leur attaque en échange de 3000 comptes à vie sur Mega.
Et comme Kim n'a qu'une seule obsession dans la vie, il tente aussi de lancer Mega Upload 2. Oui, encore une fois. Oui. Il y promet alors 100 Go de stockage gratuit, du chiffrement, et voilà. Bon, il aurait juste pu garder ses parts chez Mega, ça aurait été plus simple. Et le projet avec Mega Upload 2, c'était de remettre le système de rémunération aux uploaders, avec une crypto-monnaie qu'il veut créer pour l'occasion, le Bitcash. Et il lance alors un méga crowdfunding de 5 millions de dollars pour financer Mega Upload 2. Et sans surprise, à ce tarif, ça ne prendra pas du tout. Le seul truc qu'il en tirera, c'est de s'engueuler avec John McAfee sur Twitter à propos de la crypto. Car ces deux débilos n'ont rien de mieux à faire que de s'engueuler. Pendant ce temps, la justice américaine se rapproche. Car en coulisses, c'est une bataille judiciaire infinie qui a lieu pour finalement extrader Kim jusqu'aux US. Il doit toujours comparaître devant un tribunal fédéral pour violation du droit d'auteur, fraude et blanchiment d'argent. Soit plus de 20 ans de prison qui planent au-dessus de sa tête. Ce qui ne l'empêche pas non plus de son côté d'assigner les États-Unis en justice. Oui, il les accuse d'avoir saisi tout son argent alors qu'il n'y a jamais mis les pieds. Mais les US se contentent de répondre en disant qu'un fugitif qui refuse de se confronter à la justice n'a aucun droit sur cet argent. Tout ça donne donc une situation assez cocasse où Kim refuse de comparaître aux États-Unis, mais où il tente d'y porter plainte pour y récupérer sa thune. Bref. Année après année, c'est donc un échange continu de batailles juridiques entre les USA, la Nouvelle-Zélande et Kim. Et comme il adore tout médiatiser, il arrivera même à faire un live stream de son procès, où il ne sera pas présent, sur YouTube. Il a beau tout tenter pour mettre en avant les vices de procédure et même les pratiques illégales que la police a employées, rien n'y fait. On lui dit que oui, en effet, c'est pas très cool, mais qu'il devra tout de même affronter la justice américaine. I'm disappointed, but that's all I have to say, and I wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. What are you gonna do for Christmas? I'm going home now. Et de bonne guerre, Kim décide donc d'attaquer en justice la Nouvelle-Zélande pour 6,8 milliards de dollars. Car pourquoi pas? Oui, il a fait ça. Sûrement pour les faire chier, car je doute que ça mène quelque part. Mais il continue de vivre comme si tout allait bien. On peut le croiser sur Fortnite en train de jouer avec Ninja et Drake. By the way, I'm so noob, I'm playing on a controller on PC. Oh no. Un crossover que personne n'attendait, mais nous y voici. Et il va traîner également beaucoup sur Twitter, où il donne un peu de force à Julian Assange et où il parle de crypto. Mais ce qui est surtout notable, c'est que son principal trait de caractère désormais, c'est de détester les États-Unis. It's actually ridiculous that any civilized nation would consider to extradite anybody to the US, because there's no justice in the US. One of the biggest criminals in politics, Joe Biden. Car plus le temps passe, plus Kim sait qu'il est foutu et plus il devient un peu zinzin. La période Covid a été une fabuleuse expérience pour lui sur Twitter, vu qu'il s'est réinventé en porte-parole du complotisme. Il faut dire que le confinement, lui, il connaît bien. Et en 2020, il tente alors son dernier coup de poker en déposant l'ultime appel possible devant la plus haute cour de justice du pays. Si ça rate, il aura droit à son aller simple aux US. Et il perd son appel. À partir de là, en théorie, Kim n'a plus aucun moyen juridique d'éviter l'extradition. Alors, avec le recul, on peut se demander si un tel acharnement contre lui est justifié. J'ai pas d'avis à proprement parler sur cette question, mais entre les opérations illégales et tous ces moyens déployés pour un site qui, après tout, ne faisait que permettre aux gens d'uploader des fichiers, on peut se demander si c'est pas un peu trop. Même Snowden, par exemple, s'est exprimé sur le sujet, en dénonçant l'acharnement de la justice sur une affaire de partage de fichiers, plutôt que sur de la corruption. Et même Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, lui aussi n'hésite pas à défendre Kim, qu'il connaît visiblement bien. What Kim.com ran is just a service that's like a post office. Why do you shut down the post office thinking that's where the problem is? It's not. So that was a phony charge. I've read a lot about how they confiscated his data files, actually took him to the United States, and they didn't have the right to do that. Then they had to figure out a way to extradite him. They needed a crime that would get him 5 years in prison to meet the law, the New Zealand law for extradition. So they made up phony charges of racketeering, like he's some big mobster connecting, a big financial empire in all these countries. I mean, Apple does that, but... Autant dire qu'on s'attendait pas à voir Wozniak prendre sa défense, mais voilà. Pas sûr qu'Apple ait apprécié la comparaison. Malgré tous ses soutiens, son sort est scellé. Kim est toujours en Nouvelle-Zélande, en attente du jour fatidique où il sera extradé. Ça risque juste de prendre encore beaucoup de temps, vu que la justice est très lente à se mettre en place. Donc en attendant, retour sur Twitter, où il a désormais shifté sur l'Ukraine, en penchant côté russe, ce qui lui permet d'en mettre encore un peu plus dans la gueule aux Américains. Toute cause est bonne à prendre, tant qu'elle peut servir à tartiner un peu plus les US de merde. Mais faut pas penser que les États-Unis vont finir par l'oublier avec le temps, car d'anciens cadres du groupe continuent de se faire serrer par la justice, encore l'année dernière, en 2023. Ils n'ont donc pas oublié une seconde méga upload et le bordel que ça a causé. Donc il y a peu de chances que Kim s'en sorte, peu importe le temps qu'il gagne en ce moment. Et il y a bien une chose qu'on aurait adoré, c'est contacter Kim en personne. Car bon, s'il a Twitter et qu'il peut taper sur tout ce qui bouge, il peut bien nous répondre, non? En plus, je sais pas pourquoi, mais il me suit sur Twitter. Alors je l'ai DM. Il nous a répondu à notre demande d'interview avec un pouce en l'air, ce qui était plutôt bon signe.
Bah pas vraiment, car finalement il nous a mis un autre pouce, mais cette fois-ci vers le bas. Ça fait un peu mal, j'avoue, mais bon, on aura quand même eu les 2 pouces de Kim en interview, et ça c'est déjà pas mal. Voilà donc toute la saga Mega Upload, des débuts de son créateur Incroyable quand même jusqu'à qu'il sa lutte suive Sylvain. infinie avec la justice américaine. Un site qui aura marqué une génération tout entière, tant il était révolutionnaire à l'époque et ancré dans la culture web. Ça paraît presque anodin aujourd'hui, car partager des fichiers, c'est pas spécialement sexy, mais vraiment, c'était une grande époque à vivre sur Internet. On espère que ça vous aura plu, et encore un gros merci à nos partenaires Aorus, Gigabyte et Nvidia, grâce à qui on a pu faire tout ça. Merci aux abonnés qui nous financent avec Tipeee et Patreon, c'est en description si jamais vous voulez nous aider, ça fait toujours plaisir. D'ici là, portez-vous bien, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Salut. Ah ouais. Allez hop, le like direct. Ah ouais. Ouais, j'ai tenu, hein. Je suis HS, mais j'ai tenu. Je me lève dans combien de temps, tiens? Je regarde ça. Alors, horloge. Je me réveille dans 7h08. C'est pas ma faute, ok? J'avais pas prévu de travailler demain. J'avais pas prévu d'avoir un week-end de 1 jour. J'avais pas regardé le planning. J'aurais pas prévu ça ce soir. J'aurais même pas prévu de stream, je pense. Mettre un peu de musique quand même. Ouais. En vrai, je pense qu'on va se laisser là. Je vais jamais tenir sinon. Ah. Ouais. Quand je dis je vais jamais tenir, je parle de demain au travail. Hop. Parce que ouais, là, ça se voit que je suis fatigué, non? Voilà, j'ai une plus grosse couette sous les yeux que sur mon lit. Donc à un moment donné, il y a un indice. Non mais voilà, on va se laisser là. Et puis c'est tout. Et puis voilà, en fait. Allez, à mardi pour un prochain stream. Peut-être un peu spécial, je verrai. Le planning. Demain après, bon, je sais pas si j'aurai le temps. Je vais voir parce qu'il faut que je setup un truc. Ouais. Faut que je setup un truc pour lundi. Pour mardi, je veux dire, pour mardi soir. Je vais le faire demain. Je vais tout faire pour le setup demain. Pour voir comment faire, etc. Pour faire ça. On verra. J'espère que je vais recevoir le colis. Et je pense que le planning sortira mardi. Je sortirai le planning mardi fin d'après-midi. Parce qu'il faut que j'aille chercher ma livraison. Que je suis censé recevoir mardi. Pour le stream de mardi. Du coup, ça fait un peu serré. Du coup, je pense que je préparerai le message, le planning et tout. Mais j'enverrai que quand je l'aurai, moi. Et après avoir testé. Le setup, etc. Bref. Allez. À mardi 20h. En tout cas, pour un prochain stream. Ciao.